Eh bien alors donc bonjour à tout le monde. Je vais parler sous le contrôle d'un grand nombre de personnes qui sont très calées sur le sujet. Donc ce que je propose c'est que je fais ma petite présentation dessus. Ça dure à peu près je pense 1 heure. Je vais essayer de faire 1 heure quoi pour. Et si jamais je dis des bêtises ou choses comme ça, n'hésitez pas après à reprendre. Quelqu'un fasse voilà, si quelqu'un note des erreurs, des trucs comme ça. Repréciser, que les erreurs soient corrigées tout de suite. Et voilà, et ensuite on pourra faire questions-réponses. Et pour les questions-réponses, étant donné qu'il y a plein de gens sur le Jitsi, là, il y a Héloïse qui m'a mis là, YYY, Pierre, il y a plein de gens qui aussi pourront peut-être répondre plus précisément à des choses. Donc voilà. Donc, là, on va donc parler simplement donc, du dividende universel. La première fois, j'avais fait une présentation plus globale de la monnaie libre. Mais là, du coup, on va se concentrer plus sur le dividende universel. Et je vais essayer de dire ce que moi j'en ai compris en tout cas. Et essayer de le vulgariser au maximum pour éviter de raconter des bêtises après, quoi. Donc, nous avons encore un micro ouvert, je crois, Nous avons un micro ouvert sur le Jitsi. Pensez bien à couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter que tout soit perturbé. Voilà, donc, le dividende universel, à la base, donc c'est pour ceux qui découvrent aussi le truc, c'est dans la monnaie libre qui existe, c'est le dividende universel, c'est une petite portion de monnaie que tout le monde crée tous les jours, tous les membres de la monnaie libre. Voilà, et donc je vais parler essentiellement de d'où vient le dividende au début, et donc bien sûr, je suis obligé de parler de la théorie relative de la monnaie. Donc c'est cette fameuse théorie qui a été écrite en 2009, 2008, 2009, il me semble qu'elle est sortie la première version, donc par Stéphane Laborde, qui est français, et qui s'est posé une question de base en se disant, est-ce que c'est possible d'imaginer un système monétaire qui ne privilégierait personne, aucun être humain, face à la création de la monnaie en question, et donc il s'est posé cette question-là, et en posant cette question-là, donc il l'a posée sous des termes, il a mathématisé la chose, et en gros il est arrivé à une conclusion. Donc en gros il a démontré, entre guillemets, qu'avec les conditions qu'il avait posées à la base, est-ce que c'est possible d'avoir une monnaie qui se crée de manière égalitaire entre tous les humains, actuellement et dans le temps aussi. Il est arrivé sur une solution. Donc c'est une démonstration en fait, la théorie relative de la monnaie, c'est juste une démonstration avec une question bien posée, en se disant, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on est dans la possibilité d'imaginer un système comme ça ? Donc le dividende universel, au début, l'origine, c'est bien donc la solution à la question posée dans la théorie relative de la monnaie. C'est rien d'autre que ça. C'est une question posée, un déroulement mathématique et logique, une conclusion qui se dit, est-ce que c'est possible ? Et donc la théorie arrive sur la réponse que oui, il est possible de faire un système monétaire qu'on appellera symétrique entre les individus. Et donc sa démonstration arrive sur une solution où la forme est unique. C'est-à-dire qu'en gros, il est possible de faire une monnaie libre, il est possible de faire une monnaie qui va se créer de manière égalitaire entre tout le monde. Et la forme de solution, en fait, il faut que chaque individu crée une part relative de monnaie similaire pendant toute sa vie. Et donc cette part de monnaie s'appelle le dividende universel. Donc le dividende universel, à la base, vient de là, il vient de cette démarche logique là. Il vient pas d'autre chose, il vient pas d'une quelconque volonté de vouloir imaginer un revenu de base ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. C'est une question posée et une réponse qui arrive. Bah oui, voilà. La façon de faire, si on veut une monnaie symétrique, égalité entre tout le monde, il faut que tout le monde la crée. Et cette petite part que tout le monde va créer, lui il l'a appelé dividende universel. On se dit dividende universel, il y a un côté dividende, il y a un côté comme pour une entreprise où tous les gens qui vont participer de l'entreprise, on va dire, qui vont être propriétaires, donc décisionnaires de cette entreprise, vont être tous actionnaires et vont normalement recevoir un dividende, c'est-à-dire une part en fait de relative à leur apport dans le projet. Et donc là, le dividende universel, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu se dire, vu que c'est une part relative de monnaie créée par tout le monde, du coup, on peut appeler ça le dividende, parce que c'est comme si on avait tous une petite part dans l'économie dans laquelle on va participer, et universelle dans le sens où elle est distribuée à tous. Donc à tous, oui, mais à tous les gens qui sont dans la monnaie libre.
Parce qu'on a vu dans la première, les libertés de la monnaie libre, dans la première vidéo, c'était bien la première liberté, c'était de choisir son système monétaire. Point technique, Polar, on voit plus ton diapo. Vous voyez plus mon On diapo? voit un Mac de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Quelqu'un a partagé son écran et on voit plus ton écran, Polar. Ok, alors pour ceux, remettez-vous dans Jitsi, pour ceux qui veulent voir mon écran, vous mettez en mosaïque en bas, vous avez un truc de mosaïque et vous pouvez choisir sur quel écran vous allez vous stabiliser pour regarder. Donc en fonction de l'écran que vous allez choisir de regarder, bah, vous allez voir soit ma présentation, soit l'écran de quelqu'un d'autre. Donc normalement, moi dans ma vidéo, j'ai partagé mon écran. Dis-moi Héloïse si tu vois le... Oui, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Je me suis calé sur toi. Ok, c'est ça. Il y a Anna aussi qui partage son écran et du coup, ça perturbe. D'accord, ok. Merci de le préciser. Voilà, donc la part relative donc, s'appelle le dividende universel. Ça s'appelle comme ça, mais l'important c'est de se dire qu'en fait c'est cette petite part de monnaie que tout le monde va créer qui s'appelle comme ça, le dividende universel. Alors, le dividende universel, on voit souvent quand on voit les explications que ça peut être une unité de mesure de la valeur. Donc c'est un concept un peu... là, on rentre un peu dans des choses où il y a forcément des gens qui vont pas être d'accord. Il y en a énormément d'écoles économiques qui vont parler de la valeur, la détermination de la valeur économique, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Mais l'approche dans la théorie relative de la monnaie et sur le dividende universel et la monnaie libre, en fait, c'est pas forcément c'est quoi la valeur, c'est avec quelle unité on va la mesurer. Parce que quand on mesure quelque chose, il faut bien qu'on mesure dans une unité précise. Donc, pour comprendre ce truc-là, je vais faire une analogie. Donc, attention, analogie. On va parler du même système. On imagine une unité de mesure. On va essayer de comprendre en quoi consiste la notion d'unité de mesure pour la chaleur. Et c'est quelque chose qu'on connaît à peu près tous, je pense. Mais forcément, comme toute analogie, les parallèles que je vais faire entre l'unité de mesure et la chaleur et la valeur, il y a forcément des choses qui ne vont pas être cohérentes. C'est juste pour faire passer l'idée, en fait. Donc voilà, l'unité de mesure de la chaleur, on va voir le principe. Donc j'aime bien cet exemple-là parce que imaginons qu'on est dans un monde où la température, en fait, le thermomètre, tout ça n'a pas encore été inventé. Et on est face à... On a quelqu'un qui nous fait du caramel au beurre salé. Donc, vous voyez cette texture absolument onctueuse, c'est génial. Mais le truc, c'est qu'avec le sucre, en fait, la façon dont on va cuire le sucre, chauffer le sucre, et ensuite la façon dont il va refroidir, en fait, ça va complètement changer la texture qu'il va avoir au final. Donc, en pâtisserie, c'est super dur de réussir une cuisson au sucre parce que en fait, il faut être très précis en fait dans la température avec laquelle on va le chauffer. Donc, on imagine là, voilà, il y a des gens qui se disent, bah ouais, j'ai fait super caramel, je veux te filer la recette. Et des gens essaient de communiquer la recette pour que tout le monde puisse réussir à faire ce caramel. Mais dans ce monde-là, il y a pas de... le thermomètre n'a pas été encore inventé. Donc on imagine bien tout de suite le marasme dans lequel on est. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont dire, bah voilà, faut cuire le caramel, tu trempes ta main dedans, et si ça te brûle, bah c'est bon. Il y en a d'autres qui vont dire, bah si je compare à ma douche, c'est ça. Il y en a d'autres qui vont peut-être dire, bah par rapport à la température de ma voiture dès que j'ai fait 500 km, tout le monde va avoir un peu sa référence, va dire, mais alors du coup, quand on va essayer de se communiquer mutuellement la réelle recette du caramel, on va voir tout de suite qu'en fait c'est compliqué parce que, ne serait-ce que pour l'exemple de la douche, si moi je prends des douches chaudes et quelqu'un d'autre prend des douches un peu plus froides, bah déjà on n'a pas la même référence. C'est-à-dire que moi je vais parler de la température de ma douche, il y en a d'autres aussi qui vont parler de la température de leur douche, mais on va peut-être pas arriver au même truc. Donc on se dit, ouais, effectivement là c'est dur. Et donc qu'est-ce qu'on fait les humains pour éviter de se retrouver dans ce problème-là, que ce soit pour la chaleur, la longueur, le temps, enfin toutes les unités de mesure qui ont été à un moment décrétées et trouvées. En fait, il y a un domaine qui s'appelle la métrologie, c'est donc la science de la mesure. Et donc là j'ai pris l'exemple de Wikipédia, mais en fait je vous conseille d'aller voir cette page-là et d'autres aussi sur le sujet, parce qu'en plus la France a été visiblement assez prompte à l'époque à se positionner sur ce sujet-là. Et donc dans la métrologie, on voit dans la définition, donc toute mesure implique une comparaison entre une grandeur inconnue et une grandeur de référence. Donc dans notre exemple de chaleur, c'est justement ça. On cherche à trouver donc la grandeur inconnue, ce serait la température de cuisson pour faire le caramel mou. Mais il faudra que pour faire une vraie mesure, il faut qu'on compare cette température-là à une grandeur de référence, qui sera donc l'unité de mesure.
Donc en France, même dans beaucoup de pays, le système d'unité principalement utilisé dans le monde est le système international d'unité, SI. Et donc ça a été mis en place en 1960 d'après Wikipédia. Et d'ailleurs là-dessus, il y a la chaîne y-penser, là, il a fait toute une série de vidéos sur le SI, justement, sur les unités de mesure. Et il va être beaucoup plus précis que ce que je vais l'être, hein, sur la détermination des unités de mesure, et il nous explique toute l'histoire en fait de comment, au début, quelles ont été les unités de mesure, comment elles ont été précisées dans le temps pour préciser les mesures de tout le monde. Donc voilà. Donc les humains ont quand même inventé, enfin des humains en tout cas ont inventé la métrologie, donc la science de la mesure. Et donc voilà, là je reprends un autre petit exemple. Les scientifiques français inspirés par l'esprit des Lumières et de la Révolution française conçoivent un système de référence basé sur des références naturelles, ayant la même valeur pour tous, sans rapport à une personne particulière. Donc ça c'est important, c'est de se dire, l'idée c'est plus de se dire, bon, si on veut trouver une grandeur de référence, une unité de mesure pour mesurer des choses, des grandeurs différentes, c'est bien si tout le monde peut retrouver cette référence chez lui, au maximum, que n'importe où dans le monde, comme ça on est plus sûr que déjà que les mesures qui vont être faites à droite et à gauche vont se ressembler en fait. Donc essayer d'avoir un étalon commun entre tout le monde, quoi. Donc sans rapport à une personne particulière, et donc bref, dans la définition c'est marqué universel, dans le sens invariable, accessible à tous et reconnu par tous. Donc le but c'est ça, c'est de se dire, si on veut mettre une référence, il faut pas que ça soit quelqu'un en particulier qui décide de l'étalon, parce qu'il faut que tout le monde se réfère au même étalon, sinon on va mesurer des trucs mais on va pas pouvoir comparer quoi que ce soit, parce que chacun aura sa mesure, on sera dans le même truc que la chaleur de la douche, la température de la douche, etc. Donc en métrologie, le but c'est ça, donc c'est assez précis et c'est assez intéressant cet article d'ailleurs. Et donc pour le degré, je le simplifie grandement, mais c'est pour comprendre l'idée. Forcément, s'il y a des physiciens, ils vont me dire oui, non, il y a des conditions de pression atmosphérique de l'eau, effectivement, et je crois même que ça a changé depuis, maintenant c'est plus l'eau, mais je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, le principe à la base c'était ça. C'est qu'on s'est dit, l'important, si on veut avoir une grandeur de référence, il faut qu'on définisse un 0 et un 1, et à partir du moment où on a les deux, du coup, on a une échelle, et en fonction de cette échelle-là, on va pouvoir ensuite mesurer des choses, communiquer des chiffres qui sont des résultats de mesure, et au moins on aura une référence sur laquelle parler, quoi. Donc pour la température, on a pris l'eau en référence. Dès que l'eau, donc les humains ont trouvé le mercure dans les thermomètres, enfin bref, une chose qui réagit super bien à la différence de température, qui grandit, enfin qui prend plus ou moins de place dans le tube là, donc c'était super bien. Et donc ils ont dit bon on va prendre la référence, le 0, on va dire que dès que l'eau elle gèle, c'est 0, et dès que l'eau elle bout, c'est 100. Ensuite, on met le niveau 0 et 100 sur le thermomètre. On va graduer tout ça. On va diviser par 100 la graduation, donc de 0 à 100. Et du coup, on aura des degrés. Donc, on a une définition du 0, qui est, l'eau, elle gèle, on est à 0. Et pour avoir le 1, ce qu'il faut faire, c'est faire bouillir de l'eau, voir où c'est, ensuite graduer l'écart par 100 petites graduations, et hop, on a ce que c'est qu'un degré. Et à partir du moment où on a ça, en fait, c'est beaucoup plus simple. On se retrouve maintenant, on peut du coup avoir des recettes, vous voyez, avec des températures de cuisson du sucre, qui, vous voyez, que 1 degré d'écart, ça va tout changer en fait, la façon dont le caramel va se refroidir, la texture qu'il va avoir, et du coup on va pouvoir se communiquer entre nous des recettes beaucoup plus précises, et on va pouvoir faire des pièces montées, on va pouvoir faire du nougat, on va pouvoir faire plein de trucs qu'on pouvait pas faire avant, parce que voilà, tout le monde se brûle la main, c'est pas terrible. Et pour la petite anecdote, mon grand-père a été boulanger-pâtissier pendant un temps, et il m'avait appris un petit peu à tâter à la main la cuisson du caramel. Vous allez vous brûler 2-3 fois, comme la technique du boulet, de la boulée, je crois que ça s'appelle. Mais c'était voilà. Donc pour la chaleur, on a trouvé ça, on a trouvé une unité de mesure, et du coup maintenant c'est bien, parce que derrière ça marche, visiblement ça fonctionne, et on est capable de se communiquer des températures, des degrés, et c'est vachement bien pour savoir si on a de la fièvre ou pas, pour savoir si on peut cuire du sucre comme ça ou pas, pour plein de choses, quoi. Donc pour revenir à la mesure de la valeur, il faudrait qu'on ait la même démarche, et c'est ce que Stéphane Laborde a voulu faire aussi, en se disant mais si on veut mesurer la valeur, il faut aussi qu'on ait une unité de mesure, quoi, mais qui du coup ne bougerait pas, quoi. J'ai pris cette petite photo à Rimeck là, il n'y a pas longtemps que je l'ai vue, elle était vachement bien. Donc dans la théorie relative de la monnaie, la question c'était de se dire, bon alors déjà la base de l'économie, qu'est-ce que c'est, quoi? C'est-à-dire, si on doit faire une unité de mesure, elle doit se baser sur un truc qui doit être, donc on a vu définition de la métrologie, il faut trouver quelque chose qui va être invariant entre tout le monde, donc il faut partir à la base en disant une économie,
c'est quoi qui fait une économie. Et effectivement, cette image, je trouve qu'elle est super parlante. Si on retire les humains, est-ce qu'il reste une économie? Et si on retire une banque, par exemple, est-ce qu'il reste une économie? On voit bien qu'en fait, on peut essayer de faire l'exercice avec toutes les choses, on peut retirer pratiquement n'importe quoi de l'économie, il restera toujours une économie tant qu'il y a des humains. Tant qu'il y a des humains qui veulent échanger, de toute manière, une économie, c'est un concept humain, pour les humains, qui est inventé par les humains et qui est visible que par les humains. Ça n'empêche pas des animaux d'échanger des trucs entre eux, mais est-ce que eux parlent d'économie, ou en tout cas, nous, ce qu'on appelle économie, c'est ce qui nous concerne, nous, c'est les échanges entre humains, quoi. Donc, du coup, en fait, il n'y a que les humains qu'on peut pas retirer. Si on retire les humains d'un endroit, il n'y a plus d'économie possible, parce que c'est un concept humain. Donc, la base de l'économie, c'est, d'après la théorie relative de la monnaie, c'est l'humain, donc c'est l'être humain, donc c'est ce qui doit servir de base, quoi. Et donc la TRM se fonde sur le principe aussi de relativité économique, qui établit que tout être humain définit un référentiel légitime pour estimer et produire tout type de valeur économique, connue ou inconnue par autrui. Donc ça c'est un principe de base qui est adopté par la TRM pour fonder son raisonnement, c'est se dire, bon, l'économie est basée sur les humains, et comme le principe de relativité en physique, c'est la même chose par exemple pour les vitesses ou pour les positions, etc., c'est se dire qu'il n'y a pas de référentiel privilégié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un humain qui va décider pour les autres que son point de vue c'est mieux que pour les autres. Donc la théorie relative de la monnaie se dit l'humain c'est la base, et en plus tous les humains se valent, donc on est dans un principe de relativité, c'est-à-dire que chaque être humain va émettre un point de vue sur ce qui est valeur ou pas. Ça ne voudra pas dire que pour les autres êtres humains, il n'y a pas de désaccords, il n'y en a pas un qui se vaut plus que l'autre, quoi. Donc là, vous voyez, on a plusieurs exemples. Donc là, on se dit, invention de la machine à écrire, dans les années, en gros, 1900, voilà, il y a des gens qui ont pu dire super, des gens qui ont pu dire c'est pas bien, c'est bien, qui s'en fichent complètement, enfin bref, on s'en fiche, quoi. C'est, voilà, chacun a son avis, mais voilà. Donc ça peut se faire pour tous les... Donc ça, c'est un exemple qui a été souvent pris aussi, la création de GNU Linux, donc les logiciels libres. Au début, effectivement, il y avait très peu de gens qui étaient d'accord, qui trouvaient ça bien, qui trouvaient ça intéressant, mais ça a grandi avec le temps, et peut-être que maintenant on se rend compte, depuis, voilà, on est en 2020, on se dit, ah oui, en fait, ça a servi à vachement de trucs, on n'a peut-être pas pensé, il y a des gens qui se disent, ah oui, putain, j'avais pas pensé que les logiciels libres, ça pouvait amener tant de choses. Donc voilà, c'est pas parce que des humains vont dire un truc à un moment qu'ils vont pas se tromper aussi dans le temps, revenir sur leurs décisions, donc du coup, il faut laisser libre cours au fait que tous les humains qui sont en vie, ils ont leur point de vue sur ce qui est valeur ou pas, et il faut leur permettre d'exprimer ce qui est valeur ou pas pour eux, on n'a pas les contraintes pour ça. Enfin, la TRM se base là-dessus en se disant, on va essayer de trouver un système qui respecte ça, quoi. Et là, en 2084, on ne sait pas ce qui sera l'invention de 2084, on ne sait pas, quoi. Et on ne sait pas qui dira quoi là-dessus, enfin, de toute manière, donc même dans le temps, on ne sait pas, quoi. Donc voilà, la TRM se base un peu là-dessus. Enfin, c'est complètement là-dessus d'ailleurs, et on voit souvent ce petit graphique qui nous dit, bah oui, là on a le flot de l'être humain qui vit, qui naît, qui vit et qui meurt, et donc là si on prend un être humain parmi les autres, on voit que pendant sa période de vie, oui, il y a des choses qui ont changé, il y a des apparitions de fusées à des moments, alors qu'en 76 il n'y en avait pas, enfin, 2056, mais bon, en fait on voit qu'aussi en fonction du temps, les choses qui sont créées, échangées, reconnues comme étant de la valeur ou des choses révolutionnaires par les humains, ça va évoluer en même temps que les humains, parce que voilà, il y a plein d'humains qui créent, qui échangent, qui font des trucs, et voilà. Donc ça, fallait bien poser ce truc. Donc on se disait, ok, donc chaque individu se vaut pour évaluer de la valeur. Ok, très bien. Mais alors comment on fait un individu pour évaluer s'il y a de la valeur pour lui dans une marchandise quelconque? Alors j'ai utilisé le terme marchandise, je sais que ça peut outrer des gens, mais ça parlera aussi à ceux qui s'intéressent un peu au capital de Marx ou choses comme ça, où en fait ce terme-là, disons qu'un bien, ou n'importe quoi qui peut s'échanger, dès qu'un bien, un service, une idée, n'importe quoi qui peut s'échanger, dès qu'il commence à vouloir s'échanger, on peut considérer qu'il devient une marchandise. En fait, ça devient un élément qui va s'échanger, quoi. Dans un échange, en fait, il y a deux marchandises qui s'échangent lors d'un échange, quoi. Donc voilà, c'est juste un terme, hein, mais... Donc comment un individu peut évaluer de la valeur dans une marchandise quelconque? C'est en la comparant avec une autre marchandise. Donc là, on est face à une situation, on se dit, voilà, ok, on a quelqu'un qui propose du pain et l'autre qui propose des pièces. Ok, donc... Mais cette situation... Ne serait-ce que cette situation d'échange entre pièces et pain,
on peut déjà avoir plusieurs points de vue sur cet échange. On peut se dire déjà, bon bah en fait on a d'un côté un vendeur de pain puis un acheteur de pain. Donc ça veut dire que si on voit les choses comme ça veut dire que la marchandise, en gros, c'est le pain, et la monnaie choisie pour échanger cette marchandise, c'est les pièces. Ok, ça paraît dire plutôt commun mais on pourrait très bien décider de voir la chose de l'autre côté. On pourrait très bien se dire, en fait, on est dans un monde en fait où il y a des gens qui vendent des pièces, et puis il y a d'autres personnes qui achètent en pain, quoi. Et en fait, la même situation peut très bien être vue d'un point de vue ou de l'autre. Là, pour le coup, c'est vraiment l'observateur qui regarde et qui décide. C'est son propre choix, enfin c'est notre propre choix. Hein. Là, vous voyez, la situation entre avant et après, la situation c'est la même, mais on peut décider de la voir d'un point de vue ou d'un autre. Donc là, si on regarde dans ce point de vue-là, bah, du coup, la marchandise échangée, c'est les pièces. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur de pièces qui vend sa marchandise, c'est les pièces, et il y a l'acheteur qui, lui, va acheter ses pièces et va payer en pain. Donc la monnaie choisie par ces deux personnes-là, bah, c'est le pain, visiblement, dans la situation comme ça. Donc déjà, on voit que la comparaison entre pièces et pain, autant la pièce que la baguette de pain peuvent faire... Donc les deux sont des marchandises, et par contre, la monnaie, en fait, ça va être une marchandise qu'on va choisir, qu'on va élire comme marchandise de référence. Et donc pour l'unité de mesure, enfin c'est la même chose en fait, hein, c'est de se dire, ben, soit on évalue tout en baguette de pain, soit on évalue tout en pièces. Mais c'est un choix pareil de l'observateur, ou en tout cas des personnes qui échangent. Et ça peut marcher avec n'importe quelle autre marchandise. Donc des pommes, des baguettes, on peut très bien chiffrer tout, se dire, bah tiens, combien valent 3 baguettes en pommes, combien valent des pommes en baguettes, voilà, on choisit. Donc le choix de choisir une monnaie, donc une unité de mesure de référence, c'est un choix. C'est pas parce qu'on décide de dire que le pain, je mesure tout en pain, ou je mesure tout en pommes, ou je mesure tout en pièces. Ça ne change pas les échanges, ça ne change pas ce qui existe, ça change juste le point de vue qu'on va avoir, nous, en tant qu'observateurs, à se dire, bah, la situation, je la décris comment, là. Donc, voilà, c'est... Donc, comment un individu va pouvoir évaluer de la valeur dans une autre marchandise, et ben c'est en la comparant. Donc, il va choisir une valeur de référence, donc une marchandise de référence, et il va estimer les autres à travers celle-là. Et donc, bon, bah là on a un exemple... tout simple, où on peut se dire, bah voilà, le prix du mètre carré, j'avais fait une petite graphique qui permettait de montrer l'évolution dans le temps, l'évolution relative, hein. Là c'est pas les vrais prix, mais l'évolution relative en fait des prix entre eux, du mètre carré dans une commune de moins de 10 000 habitants, mais exprimé en prix du mètre carré à Paris, exprimé en euros, en onces d'or, en onces d'argent, en RSA ou en masse monétaire. Donc en fait, on peut choisir en fait la référence de mesure comme on veut, et en fonction de la référence de mesure qu'on va choisir, bah, le résultat de nos mesures vont changer. Donc en fait, on voit qu'en changeant simplement d'unité de référence, bah en fait, les prix, ça ne veut plus rien dire du tout. En fait, c'est juste selon notre choix de regard, d'observation, ben on va voir que des prix baissent, montent, des prix peuvent monter pendant que d'autres baissent, c'est quand on change d'unité. Pourtant c'est la même chose qu'on regarde, c'est le prix du mètre carré, le fait de les voir, de les regarder en euros, de les regarder en or, en argent, ça ne change pas les mètres carrés en eux-mêmes, ça ne change pas le prix même du mètre carré, ça change juste la façon dont on va afficher le prix. Donc voilà, c'est la liberté de choisir en fait une unité de mesure. Donc on se dit, ok, donc chaque individu se vaut pour évaluer la valeur, et en plus n'importe quelle marchandise peut servir de monnaie ou de référence de mesure pour mesurer toutes les autres. Donc la suite logique, c'est de se dire, bon, bah, ok, donc si on veut trouver une unité de mesure de la valeur neutre, quelque chose qui respecterait le choix de tout le monde, il faudrait trouver une marchandise qui représenterait toujours la même chose entre les êtres humains, donc qui ne changerait pas en fait, une marchandise avec laquelle tous les humains pourraient l'utiliser et que ça ne change pas, et qu'on puisse se communiquer des mesures en fait, avec une unité stable, quoi. Donc définir un 0 et un 1, quoi, déjà, ne serait-ce que ça, juste entre nous, entre humains, quoi, qui voudront échanger la valeur. Et donc, pour ça, autre petit schéma, imaginons que là, on a deux îles qui sont les mêmes. C'est vraiment, enfin c'est la même chose. On imagine que c'est deux fois la même île en fait, hein, c'est une expérience de pensée.
Et on va se dire, ben, on a des petits observateurs là qui viennent dans chaque île et qui vont se dire, bon, on va étudier un peu comment ça se passe dans l'île. Et nous, on envoie ces deux petits observateurs dans les deux îles qui sont les mêmes. Et on se dit, bon, bah, on a un but, c'est de leur, on va essayer de leur filer un peu de monnaie à chacun, là, à chacune des barques. Et le but, c'est qu'on leur file un monnaie qui va leur permettre d'avoir à peu près le même potentiel d'achat dans chacune des îles. Donc on a deux chercheurs, un dans l'île A et un autre qui va dans l'île B, et on se dit, bon, on va leur donner des... On sait que les deux îles, elles échangent une monnaie qui s'appelle le schlib, entre elles, enfin, elles ont chacune leur économie, et puis il y a des schlibs qui tournent dans chacune des économies. Et on se dit, bon voilà, on sait que là, si on veut, on va leur filer un peu des schlibs à eux, là, et puis le but, c'est qu'on ne privilégie pas un petit observateur par rapport à un autre, quoi. On essaie de leur donner pour qu'ils arrivent et qu'ils soient dans le même état économique dans chaque île et qu'ils puissent commencer à échanger, rencontrer les gens, puis faire leurs études, quoi. Donc on se dit, bon bah naturellement on va leur donner un schlib chacun. On sait qu'il y a des schlibs sur chacune des deux îles. On se dit, bon bah vas-y, on donne un schlib chacun, au moins on va les traiter pareil, quoi. Le problème, c'est qu'on n'avait pas bien vu, et qu'en fait il y a une seule différence entre les îles, c'est que en fait dans l'île A, ils utilisent bien des schlibs, mais tous les gens qui habitent là, en fait ils en ont que 100 en tout. Et là, ils en ont 1000. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que c'est... Mais bon, bref. Donc voilà. Donc on voit qu'il n'y a pas le même nombre de schlibs qui circulent sur les îles. Donc en fait, on se pose un peu la question, on se dit merde. Oui, en fait, voilà, c'est ça. En fait, la masse monétaire, c'était 100 millions. Excusez-moi, j'ai fait une erreur sur l'autre. Mais l'idée est la même. Se dire, ben voilà, en fait... On n'avait pas vu cette information-là, mais donc on leur a donné un schlib chacun en se disant, bon, on leur donne un schlib chacun, ça va aller. En fait, on se rend compte qu'ici, il n'y en a que 100 en circulation, donc lui, quand on lui a donné un schlib, en fait, ça représente 1/100 de toute la monnaie qui est en circulation. Par contre, lui, on lui donne 1, mais par contre, il y en a 100 millions en circulation. Donc en fait, lui, on lui donne 1, mais il se retrouve avec 1 sur 100 millions, alors que lui, il se retrouve avec 1/100. Donc on peut se dire déjà, merde, lui, il possède 1/100 de toute la monnaie, et lui, quand on lui donne ça, il possède 100 millionième. Donc là, c'est pas du tout pareil. On les a pas mis du tout dans la même situation. On comprend bien. On peut faire l'analogie avec une partie de Monopoly, par exemple. C'est pareil. Si vous rentrez dans une partie de Monopoly et que vous avez 1/100 de la monnaie en circulation sur la table et que vous rentrez en tant que nouveau joueur, vous allez avoir beaucoup plus de pouvoir pour acheter les autres trucs que si on vous donne un 100 millionième de ce qu'il y a sur la table, quoi. Ça marche avec le poker, avec tout, avec les îles aussi. Hein. Voilà. Donc, la première information qu'on se dit, quand on regarde un système, une monnaie, c'est bien. En fait, effectivement, le 1 dans une monnaie, en fait, si on n'a pas l'information de toute la monnaie en circulation, en fait, est-ce que c'est le même 1, quoi. Donc là, ça pose un problème, déjà. On se dit, ok, donc en fait, il faut plus qu'on fasse savoir, là, prochaine expérience, on fait gaffe à la masse monétaire, quoi. On va leur mettre la même chose, quoi, pour les deux. Ok, donc on arrive à une autre expérience, île C, île D, donc deux autres îles, pareil, qui sont similaires, et on refait l'expérience, on envoie des gens dedans, et on se dit, on va faire gaffe à la masse monétaire, quoi. Là, la masse monétaire, du coup, elle est la même dans les deux îles. Ok, donc on se dit, super, si c'est la même masse monétaire dans les deux îles, nickel, on leur donne un chacun, on est sûr qu'ils arriveront avec le même délire, et puis après, ils feront leur vie facilement, quoi. Ah, le problème, c'est qu'on n'avait pas vu ça non plus. Donc tout est encore pareil sur l'île, ils ont effectivement 100 schlibs qui tournent sur chaque île. Mais le problème, c'est que sur la première île, ils sont que 10, en fait, il n'y a que 10 citoyens là-dessus, et là, ils sont 100. Donc on se dit, ouais, ça change quoi, en fait. Mais ça change quoi? Mais c'est qu'en gros, quand on donne un schlib à lui, en fait, il y a 10 personnes là-dessus, et il y a 100 schlibs en moyenne. Donc c'est-à-dire qu'en gros, il y a 10 schlibs par personne en moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, ça ne veut pas dire que tout le monde a 10 schlibs sur son compte, mais on sait que de toute manière, en moyenne, il y en a 10 par personne qui circulent. Donc si on lui donne 1, lui, il a 10% de la moyenne, quoi. Donc il arrive en se disant, voilà, j'ai 10% de ce que vont avoir potentiellement tous les gens en moyenne, quoi. Et par contre, lui, vu que les mecs sont 100 sur cette île-là, et il y a 100 schlibs aussi, ils ont tous en moyenne 1 par personne. Donc lui, quand on lui donne 1, on lui donne presque ce qu'a en moyenne tout le monde, quoi. Donc donc en fait, on se rend compte qu'aussi le nombre de personnes, donc le N, le nombre de personnes, ça va jouer aussi sur ce que va représenter le 1 schlib sur une île. Donc en fait, on se dit, merde, en fait, les informations qu'il nous faut là, quand même, il faut qu'on ait M et N à chaque fois pour avoir peut-être une image, une idée un peu plus réelle de ce que va représenter le 1, quoi. Si on donne un schlib, est-ce que le 1 schlib à droite, c'est pareil qu'un schlib à gauche, on sait pas, quoi. Donc le 1, il est pas vraiment pareil, quoi. Donc en gros,
Et c'est ce que dit, enfin, à force, la théorie relative de la monnaie, mais on arrive facilement sur cette déduction. On se dit, bon, bah, en fait, là, si on veut refaire une troisième fois cette expérience, et qu'on a les informations de M et de N sur chaque île, eh ben, on arrive à se dire, ok, donc eux, il y a quoi ? Il y a 10 000 slips qui tournent ici, et les gens sont 250 ici. Donc en moyenne, ils ont 40 par personne. Ok, et ici, là, en tout, il y en a 34 875 en circulation, et ils sont 225 à se partager ça. Donc en moyenne, il y en a à peu près 155 par personne. Donc là, on peut se dire, ben, ok, donc si on veut donner le même truc à chaque petit observateur qui va arriver sur l'île, ben, on peut en fait, au lieu de parler en schlib, on va parler en moyenne. On va se dire, ben, on va leur donner 10% de la moyenne, chacun. Et donc 10% de la moyenne, ça va donner une quantité de schlib différente par petit bateau. Mais du coup, voilà, on va se dire, bon, ben, en fait, du coup, là, on a... Il y a plus de chances qu'on arrive à une sorte d'équilibre, quoi, à se dire, bon, bah, ok, en fait, au moins, ils vont avoir une quantité de monnaie similaire, une quantité relative de monnaie, en fait. Donc là, en fait, quand on voit ça, on se dit, ah oui, d'accord, vous voyez, si on avait essayé de donner le même nombre de schlib, bah, en fait, ça marcherait pas trop. Par contre, si on donne le même pourcentage de la masse monétaire, effectivement, bah, on arrive à en termes de répartition de monnaie, on a à peu près quelque chose de similaire. Alors ça peut paraître un peu flou comme idée, mais on peut s'imaginer ça avec le Monopoly, quoi. Si vous avez des joueurs qui jouent depuis 4 heures, qui s'achètent des maisons à droite à gauche, puis vous arrivez dans la partie au bout de 3 heures, tout le monde s'écharpe depuis 3 heures, il y a des gros business qui montent et tout, vous arrivez là-dedans, et la banque vous donne un montant pour commencer la partie, ben, en fait, on se rend vite compte que, oui, en fait, va falloir regarder en moyenne ce qu'ont les autres. C'est sûr que si tout le monde a 200 en moyenne et que la banque vous donne 10 000, bon, bah, en fait, vous allez écraser tout le monde. Par contre, si tout le monde a 10 000 et que la banque vous donne 10 000, bah, vous allez être à peu près au niveau de tout le monde, quoi. Voilà, le rapport à M et N. Donc je les appelle comme ça parce que souvent dans la TRM, c'est toujours résumé comme ça, M et N. Donc M, masse monétaire, et N, nombre de personnes. Et quand on divise la masse monétaire par le nombre de personnes, on a la quantité moyenne de monnaie en circulation, et on se dit, bah ok. Donc ça, c'est une référence qu'on peut utiliser, qui semble peut-être déjà un peu plus proche de quelque chose qu'on pourrait, voilà, une unité qui permet de comparer déjà les deux îles, par exemple. Alors qu'avant, en schlib, on pouvait pas vraiment comparer, quoi, parce qu'il n'y a pas le même nombre de schlib en circulation, pas le même nombre de gens, c'est un peu dur, quoi. Donc du coup, on a donc toujours ces deux choses. Donc chaque individu évalue la valeur, n'importe quelle marchandise peut servir, donc il nous faut qu'on trouve une marchandise invariante, du coup, entre les gens, et donc du coup, elle pourrait être invariante par rapport à M sur N, du coup, parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, on se dit, oui, effectivement, il faut faire gaffe à la quantité de monnaie en circulation. Et du coup, si après on estime tout en M sur N, ben, on aura notre 0, on aura notre 1. Mais ça, on verra un peu plus tard. Et donc, dans la théorie relative de la monnaie, du coup, c'est ça la formule du dividende, en fait, du coup, c'est une proportion de M sur N, en fait. Donc c'est pas plus compliqué que ça, en fait, c'est juste se dire, bah, le dividende universel, en fait, c'est une quantité de monnaie, et cette quantité de monnaie-là, elle va être calculée à chaque fois en étant une proportion de la masse monétaire qui est déjà en circulation, divisée par le nombre de personnes actuellement dans la monnaie. Et du coup, donc la proportion là à définir, donc là, en fait, c'est un pourcentage qu'on peut mettre, donc de base, dans la TRM, ce qu'elle dit, c'est que vous pouvez mettre n'importe... Enfin, pas vraiment, mais en gros, le pourcentage, vous le choisissez, puis en fait, ça doit être un pourcentage qui reste stable dans le temps. Et il faut que le C reste stable dans le temps pour que les générations après génération, en fait, tout le monde crée la même part de monnaie. Parce que si vous changez le C dans le temps, bah, forcément, ceux qui vont avoir un C plus grand, ils vont être traités différemment de ceux qui ont un C plus petit. Mais donc, en gros, voilà, c'est ça. Dans la monnaie libre, le dividende universel, ça, c'est la formule de base. C'est la formule de base. Donc du coup, excusez-moi. En fait, on précise la formule parce qu'en fait, effectivement, il y a une notion de temps à rajouter dans la formule. C'est en gros, on définit une échelle de temps et on se dit, bon, bah, est-ce qu'on imagine que le dividende, ça va être tous les ans, tous les mois, toutes les heures, peu importe, imaginons qu'on choisit tous les ans, par exemple. Donc, c'est-à-dire que le DU de l'année d'après, donc T plus 1, va être égal, du coup, à ça. Alors ça, je pense que ça va être corrigé un petit peu par peut-être Héloïse, etc., qui m'a mis là et tout, parce que il y a eu des débats sur le forum, j'ai vu sur ces trucs-là, la T plus 1, T, quand est-ce que les informations sont prises dans le temps, mais le principe c'est ça, c'est de se dire, voilà, le DU de l'année prochaine, et ben en fait ça va être une proportion fixe de la masse monétaire qui est en circulation, divisée par le nombre de personnes qui sont actuellement là dans la monnaie, quoi.
Et c'est toujours comme ça qu'il est calculé, quoi. Voilà, donc quand on fait ça, quand on crée un dividende universel, donc avec cette formule-là, qui est toujours la même, et on laisse la formule, elle bouge pas, ce que ça fait, c'est qu'en fait, du coup, tout le monde va créer de la monnaie, et cette part créée, donc ce dividende universel créé, il va être égal à cette formule-là. Donc là, on prend un exemple simple, avec, donc là, j'ai mis un 20% par an, c'est juste pour que ça soit plus parlant au niveau des chiffres. Donc on imagine, là, il y a deux personnes là, dans ce système-là. Il y a Jean Riche qui a 9000 sur son compte et Jean Pauvre qui a 1000 sur son compte. Première année, ils sont là, ouais, très bien. Bon, bah, ils ont fait des échanges. Voilà, on voit que Jean Riche a dû vendre plein de trucs à Jean Pauvre. Et du coup, il a plus de monnaie que lui. Mais à la fin de l'année, du coup, on recalcule un dividende et chacun va créer son dividende, qui va être le même, quoi. Donc, ils vont créer 1000. Donc là, on rajoute 20% de masse monétaire en tout, donc ils vont créer 1000. Donc celui qui était à 9000 va se retrouver à 10 000, et celui qui était à 1000 va se retrouver à 2000. Donc très bien, ils vont être tous les deux, on va dire, plus riches, ouais, ok, enfin plus riches. Ils vont avoir plus de chiffres sur leur compte. Mais est-ce qu'ils vont être vraiment plus riches? Ça, on ne sait pas trop. Parce que si on regarde relativement l'un par rapport à l'autre, au début, Jean Riche était 9 fois plus riche que Jean Pauvre, 9000 et 1000. Et une fois qu'ils ont tous les deux créé leur dividende, bah, on se rend compte qu'en fait, 10 000 et 2000, bah, en fait, il y a un rapport de 1 à 5 maintenant entre les deux. Donc l'écart s'est réduit, relatif entre les deux, alors qu'ils ont tous les deux plus de monnaie sur leur compte, mais relativement l'un par rapport à l'autre, ben, Jean Riche, il est un petit peu moins riche par rapport à Jean Pauvre, quoi. Il passe de 9 fois plus riche à 5 fois plus riche. Et donc ça, c'est en une année. Donc imaginons, on fait ça après dans le temps, donc on continue, on fait ça, là je l'avais fait 30 fois, et au bout de 30 fois, bah, on voit qu'ils sont tous les deux, ils ont beaucoup plus de monnaie sur leur compte. Ils ont 1 million, quoi. Après, ils sont tous les deux presque millionnaires, quoi. Mais bon, ça sert à quoi d'être millionnaire si tout le monde est millionnaire? Je veux dire, l'important, c'est est-ce que t'es le seul à être millionnaire, quoi. Si t'es le seul à être millionnaire et que les autres, ils ont deux, oui, tu vas être très riche. Mais si t'es millionnaire et que tout le monde est millionnaire, bah, en fait, t'es pas vraiment plus riche que les autres, quoi. Donc c'est relativement entre les gens que c'est intéressant de voir aussi la richesse et la pauvreté en monnaie, quoi. Donc, on fait ça et on voit qu'au bout de 30 fois, ben, en fait, Jean Riche, il est plus vraiment beaucoup plus riche que Jean Pauvre, quoi. Ça, c'est un peu tassé, quoi. C'est un peu comme si on avait redistribué. Et donc, oui, quand on regarde l'écart relatif entre les deux, on voit qu'en fait, leur écart était très grand au début et qu'en fait, relativement l'un par rapport à l'autre, en fait, leur écart va se diminuer dans le temps. Donc ça, on va y revenir à ce petit graphique après. Et donc ça, j'avais reprécisé que du coup, ça après, dans la théorie relative de la monnaie, là, je vais pas en parler vraiment très précisément, mais il faudra en reparler plus longuement. Je pense que je le ferai quand on fera la vidéo... peut-être avec Jérémy ou sur les modules. Du coup, il y a plein de trucs comme ça où on teste plein de valeurs de C différentes. Et on voit qu'en fait, dans la théorie relative de la monnaie, ce fameux petit C de la formule, là, en fait, ça peut pas être n'importe quoi. En gros, s'il est trop bas, s'il est en dessous de 5,47 par an, bah, en fait, on voit que cette convergence cet aplatissement, il se fait en 80 ans, voire plus. Et vu que les humains, en moyenne, vivent 80 ans, bah, si on descend trop bas le C, en fait, on aura un système dans lequel les humains, même malgré qu'ils vivent 80 ans, n'arriveront pas à créer toute leur part de monnaie et ne sont pas traités de manière égalitaire parce que ça mettra plus de 80 ans. Donc c'est pas... Et après, voilà. Donc en fait, là, bon, ça, bref, on en reviendra de toute manière sur le C, c'est pas le plus important maintenant. Donc voilà, dans la monnaie libre, du coup, donc dans la June, on a un DU, donc... on a un dividende, la formule c'est donc 0, ouais c'est ça, je crois que c'est ça. C'est 9,76 par an, 9,76%. Et alors du coup là je vous avais mis, je sais pas si vous voyez mais je pense que vous allez voir ce truc là. Voilà, ça c'est le bloc du Go du coup. Et donc là en fait vous allez sur son site, il y a toute l'explication. Et en fait vous avez un petit graphique là qui permet de changer la valeur de C. Et vous voyez en fait que ça va changer la vitesse de convergence de chaque compte. Enfin, est-ce que chaque compte va réussir à créer la moyenne de monnaie pendant sa vie? Et en fait, on voit qu'en fait, il y a en dessous de 4 et quelques, 5, machin, et on n'y arrive pas, quoi, en 80 ans, quoi. C'est pas... Donc voilà, c'est marrant, quoi. Et puis tout l'article est super bien détaillé. Enfin, c'est super cool, quoi. Et il y a la TRM en transition, et je pense qu'il faudra faire carrément un truc là-dessus, parce que cet outil est juste incroyable. Et voilà, cet outil, la TRM en transition de Kukuland, c'est vraiment un outil génial pour justement s'amuser avec ces chiffres-là. Vous allez dans Atelier et vous allez voir, en fait, vous allez avoir plein de choses à faire, en fait.
des paramètres à changer, et il explique tout en fait. À chaque fois qu'on survole tout, on a toutes les explications. Dès qu'on clique, on a toutes les explications de ce qui se passe. Enfin, c'est super bien fait ce truc là. Donc voilà. Ça c'est pour le choix de C et comprendre un peu plus le principe, quoi. Donc ça c'était donc là, la formule, on ne va pas passer trop de temps sur la formule, mais voilà, la formule du dividende, donc c'est une proportion de M sur N du coup. Voilà. Et dans la June, elle est un peu différente la formule. Pareil, il y a des posts sur les forums qui peuvent vous expliquer un peu ça. Ça c'est juste une adaptation qui permet, s'il y a des gros changements de N, ça va lisser quelques adaptations du DU, mais ça ne change rien par rapport à la formule de base en fait. C'est pas vraiment... Oui, une remarque, voilà, c'est ça dans la June, c'est l'ordre C carré, c'est la vraie voilà, formule. exactement, voilà. Il y a celle-là. C'est ça. Mais voilà, en fait, on voit que c'est la même chose, mais c'est juste, après, moi je suis pas mathématicien, je suis pas trop matheux non plus de base, mais il semblerait que ça c'est une dérivée en fait de ça, et du coup, ça permet juste... et après, on fait des simulations dans le module Leibniz, où justement on voit pourquoi, qu'est-ce que ça change en fait. Et c'est surtout pour les gros changements du nombre de personnes. Si jamais on a 4 fois plus de personnes qui rentrent dans la June d'un coup, ou qui sortent de la June, forcément le dividende, lui, il va changer de... sa formule, sera adaptée parce que n va changer, donc du coup, voilà, c'est juste pour que ça se fasse des changements un peu plus lissés que dans le temps, c'est tout, que la truc est différente. Donc, ce qu'on peut se dire déjà, voilà, donc là, à la base, le dividende universel, on dit qu'il est un bon candidat pour être une unité de mesure de la valeur, parce que donc il peut être utilisé par tous les gens qui veulent rentrer dans une monnaie libre. Mais en fait, c'est juste que c'est une proportion de M sur N. On voit que du coup, voilà, c'est pas l'important, c'est pas la quantité de monnaie, mais en fait, c'est la quantité relative que j'ai par rapport aux autres. C'est par rapport à ce que j'ai à la moyenne, donc par rapport aux autres. Et du coup, le dividende, lui, c'est une proportion de toujours la moyenne de monnaie qui est en circulation, ce qui fait que ça nous fait une unité de mesure qui est stable, quoi. Si, imaginons que vous soyez dans n'importe quel système monétaire, vous pouvez toujours dire il y a 100% de monnaie, quoi. Bon, si on parle en pourcentage, du coup, 100, ça reste toujours 100, quoi. Qu'il y ait 1 million de monnaie en circulation, qu'il y ait 1000 de monnaie en circulation, ou qu'il y ait 2 de monnaie en circulation, si on compte en pourcentage, ça fera toujours 100%, et on pourra toujours estimer en pourcentage. Donc, c'est un peu pareil. Parler en dividende, c'est un peu comme si on parlait en pourcentage pour tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est une unité de mesure de la valeur qui est un peu plus stable, parce que du coup, tout le monde le détient, tout le monde l'a, et le dividende, tout le monde le crée tous les jours. Donc, et en plus, on peut tous s'en servir comme unité pour évaluer les choses. Mais on va y revenir. Je voulais faire une petite aparté sur les 4 libertés fondamentales de la monnaie libre, les rappeler. Donc, une monnaie libre, du coup, c'est une monnaie qui assure à ses utilisateurs ces 4 libertés-là économiques, quoi. Donc, libre de choix de son système monétaire. Donc, la monnaie libre ne s'impose pas, elle se choisit par n'importe qui veut rentrer dedans. Il est libre d'utiliser les ressources. Bon, ça, j'avais fait dans la première vidéo, hein, le détail un peu plus précis de ça. Donc l'individu est libre d'utiliser les ressources. On peut se dire aussi que la monnaie qu'il utilise, du coup, ne doit pas l'empêcher d'avoir accès à des ressources. Olar, est-ce que tu peux aller un peu moins vite pour que tout le monde arrive à... Oui, c'est parce qu'en... Ouais, d'accord, ok, d'accord. Sur les libertés ou sur avant ? Je sais pas, mais le global... D'accord, pardon, ok. Non, c'est parce que je voulais pas faire une redite par rapport à l'ancienne... Mais ok, d'accord, je vais un peu plus lentement alors. Donc oui, donc les 4 libertés de la monnaie libre, c'est comme pour les logiciels libres, en fait, c'est une monnaie, dès qu'on l'utilise, en fait, les utilisateurs d'une monnaie libre, en fait, sont assurés d'avoir ces 4 libertés-là quand ils l'utilisent. Donc c'est-à-dire qu'une monnaie libre, donc déjà, voilà, elle se choisit, donc la première liberté, c'est ça, elle se choisit par n'importe qui veut choisir une monnaie libre peut le faire, peut décider d'arrêter de l'utiliser aussi. Il n'est pas obligé, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour les monnaies en circulation en France actuellement, quoi. Où des fois la loi va obliger des commerçants, ou va les empêcher de refuser une monnaie. Bon, voilà, une monnaie libre, c'est pas le cas. Une monnaie libre, ça se choisit librement. Donc, libre d'utiliser les ressources. Étant donné que toutes ces libertés-là sont des libertés qu'une monnaie libre assure aux utilisateurs, c'est-à-dire que la monnaie libre assure à l'individu que il peut utiliser les ressources. Et en fait, la façon dont la monnaie va fonctionner, va être créée, vu qu'elle est créée par tout le monde, ne va pas permettre à des gens d'accaparer des ressources au détriment des autres plus facilement. Ça va être le rapport des individus entre eux, mais c'est pas la monnaie en elle-même qui va se baser sur des ressources. Alors que si une monnaie, par exemple, comme avant les années 70, qui était basée sur l'or, etc., c'est-à-dire que si une monnaie est gagée sur l'or, on comprend vite que ça va être très très dur pour les individus d'utiliser de l'or, d'en trouver, enfin ça va être très contrôlé, et du coup si une monnaie est basée sur l'or par exemple, on peut se dire qu'elle va empêcher l'individu d'utiliser l'or librement comme les autres ressources, quoi, parce que la monnaie en elle-même va être
va être accrochée à l'or, donc elle va garder un peu on va dire, un rapport privilégié avec cette ressource qui est l'or, et du coup elle va priver les autres individus de l'utiliser librement comme ils le voudraient, quoi. Dans la monnaie libre, c'est pas le cas. Elle n'est pas basée sur une quelconque ressource, étant donné qu'elle se crée de manière naturelle en fonction de la monnaie déjà en circulation, par rapport à elle-même. En fait. Donc elle n'est adossée à aucune ressource, et donc elle laisse l'individu libre d'utiliser les ressources, y compris la monnaie, qui est elle-même une ressource. Donc en fait, vu qu'elle est distribuée et créée par tout le monde, elle est aussi... la monnaie libre n'empêche personne de l'utiliser elle-même. Voilà. Pour la troisième, là, l'individu est libre de produire et d'accorder de la valeur à toute chose matérielle ou immatérielle comme bon lui semble. Donc ça, c'était aussi les prémices de la théorie relative de la monnaie, de se dire, voilà, si on se base sur le fait que ce sont les humains qui sont la base de l'économie et que tous les points de vue des humains se valent, oui, il faut. Du coup, ça veut dire que chaque individu est libre de produire, d'accorder de la valeur à toute chose matérielle. Enfin, il devrait, et la monnaie qu'il utilise devrait, si on veut qu'elle soit libre, du coup, il ne faut pas qu'elle empêche l'individu ni de produire, ni d'estimer ou d'accorder de la valeur à des choses, à une marchandise quelconque ou une chose matérielle comme bon lui semble, quoi. Et voilà. En fait, nous sommes tous, et c'est ça qui est dingue, ce sont des libertés, ça. C'est-à-dire que les libertés, on peut y réfléchir personnellement, mais en fait, on les a ces libertés-là déjà. En fait, on est entièrement libre d'estimer les valeurs où on veut, quand on veut, quoi. Après, c'est en fonction de la monnaie qu'on utilise, on va pas pouvoir forcément utiliser une certaine monnaie pour acheter ou dépenser ou créer des choses parce qu'il y a tout un truc économique autour, mais en fait, on est quand même libre d'estimer la valeur là où on le veut, quoi. Mais la monnaie libre, en fait, voilà, ne va surtout pas vous empêcher de faire ça, au contraire. Et ensuite, la quatrième liberté, c'est l'individu est libre d'échanger dans la monnaie, c'est-à-dire que peu importe qu'il ait choisi une monnaie avec sa liberté 1, moi je peux choisir, du coup j'ai choisi la monnaie libre, j'ai pas choisi l'euro, mais j'utilise aussi, du coup je peux quand même être libre d'échanger dans la monnaie que je veux au moment de l'échange. C'est pas parce que j'ai choisi une monnaie ou j'en ai choisi deux que je suis obligé d'échanger toujours dans ces deux monnaies, je le choisis aussi. Et aussi cette liberté, la quatrième, on peut la comprendre, l'individu est libre d'échanger dans l'unité de son choix aussi. Donc la monnaie, l'unité de son choix, c'est un peu un sacherie, il me semble que d'ailleurs elle a changé un peu cette liberté au fil du temps, et que c'était aussi l'unité de son choix, et donc ça, l'unité de son choix, ça va faire une transition sur ce qu'on va voir juste après. C'est justement, on peut décider une voiture, on peut l'estimer en june, on peut l'estimer en dividende universel, on peut l'estimer en euros, on peut l'estimer en baguette de pain, on peut l'estimer en tasse de thé, en fait, on est libre, de toute manière, on est libre d'estimer et d'échanger dans la monnaie qu'on veut. Je peux très bien changer une baguette de pain contre une voiture, quoi. Et choisir que... Voilà. Donc nous sommes libres, vraiment, de choisir l'unité de mesure de notre choix. Et donc face à ça, avec cette petite image que j'aime beaucoup, que j'avais vue à Lyon, voilà, on peut choisir de mesurer la taille de la Lune à partir d'un prêt sur Terre. On peut le faire. Est-ce que c'est pertinent de le faire? C'est une autre question. Est-ce que ça va nous... Enfin, est-ce que c'est pertinent pour... Je sais pas, est-ce qu'on du coup, avec ça, on pourra étudier... la trajectoire de la Lune, on va se dire est-ce qu'elle bouge, du coup si on mesure tous les jours, on va se dire merde, mais du coup elle change de taille tous les jours, bon ok, ça va peut-être nous donner des informations, mais est-ce que c'est pertinent pour faire des études sur l'évolution de la Lune dans le temps? J'en sais rien, je sais pas, mais bon, on est libre de choisir l'unité de mesure de notre choix, quand on mesure quelque chose. Et donc ce fameux dividende universel, il existe déjà, et sous quelle forme? Donc dans la monnaie libre June, c'est donc tous les membres de cette monnaie-là vont créer ce fameux dividende qui va se créer automatiquement en suivant la formule qu'on a vue tout à l'heure. Il va se créer sur le compte de tous les membres de la monnaie libre tous les jours. Et donc ça se présente sous quelle forme? On peut l'imaginer pour ceux qui veulent se faire une image un peu mentale de ça. En fait, on peut l'imaginer comme un sac de pièces un peu. En fait, un dividende, c'est un sac qui contient des pièces. C'est un sac qui contient des junes. Donc là, dans la monnaie libre, dans la monnaie libre June, les unités, c'est des junes, et le dividende, en fait, c'est des petits sacs qui contiennent une quantité de junes. Et cette quantité de junes, en fait, c'est cette fameuse proportion de la moyenne. Donc en fait, un truc qu'on est sûr dans la monnaie libre, c'est qu'un dividende, ça représente toujours un même pourcentage de la moyenne de monnaie en circulation. Donc c'est un petit sac. Et donc ce petit sac, en fait, c'est une image, mais on le crée donc tous les jours. Là, j'ai fait un extrait de mon compte, là, donc tous les jours, voilà, il y a 3 heures, il y a 1 jour, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 4 jours. Je crée un dividende tous les jours, comme tous les membres de la monnaie libre, et j'en crée pas plus, j'en crée pas moins. C'est pas parce que j'y suis depuis quelques années que quelqu'un qui vient de rentrer va pas créer tous les jours aussi son dividende. Voilà, tout le monde crée un dividende par jour, tout le temps. Et on voit en dessous, c'est précisé, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est précisé, donc 10,23 junes.
Donc ça, c'est la contenance du petit sac en 2020, aujourd'hui en tout cas, l'heure où je vous parle. Le dividende, en fait, c'est un petit sac qui contient 10,23 junes. Et donc tous les jours, je crée un sac ou 10,23 junes. C'est la même chose. C'est juste une façon de décrire l'événement de la même façon, mais je peux dire je crée un dividende, donc je crée un petit sac tous les jours, ou alors je crée 10,23 junes par jour. C'est la même chose. Donc ce dividende, en fait, c'est l'idée, en fait. C'est juste l'idée, les dividendes universels. En fait, ça pourrait exister de n'importe quelle monnaie, mais à condition, si on veut rester dans l'idée de la théorie relative de la monnaie, à condition que ce dividende respecte cette formule-là. Si c'est une proportion de la moyenne de monnaie en circulation par personne, ben, du coup, on pourrait le faire en euros, en fait. On pourrait le faire en dollars, on pourrait le faire à condition qu'il soit créé par tout le monde, et que ça soit une proportion fixe dans le temps de la masse monétaire moyenne. Voilà. Donc, et si on brise une de ces deux symétries, c'est-à-dire que si la création de ce dividende, si jamais, dans l'histoire d'une monnaie, si on voit qu'il y a des individus qui ont créé un dividende différent des autres, plus petit, plus grand, ben, en fait, on dira qu'il n'est pas symétrique. Donc, il faut que le dividende soit symétrique, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vraiment pareil pour tout le monde. Il faut que tout le monde ait la même relation avec le dividende. Donc, le dividende, il est symétrique dans l'espace, dans la monnaie, c'est-à-dire que tout le monde crée un dividende par jour, donc la même proportion de monnaie, et où que l'on soit. C'est-à-dire qu'on habite n'importe quel endroit, à partir du moment où on est rentré dans la monnaie libre et qu'on est membre, la géographie n'a plus d'importance. On s'en fiche, on est reconnu comme un être humain, et voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas dans l'euro, où on voit qu'il peut y avoir une création monétaire en fait très forte dans certaines villes où il y a des activités économiques diverses et moins dans d'autres. Et du coup, la monnaie va être plus ou moins présente en euros dans des endroits, alors que en monnaie libre, pas du tout, parce que dès que vous êtes membre, vous créez la même part que les autres. Et symétrique dans le temps, c'est-à-dire que il faut que le C ne bouge pas dans le temps, comme ça, c'est-à-dire que vos petits-enfants, ils créeront pareil, ils créeront le même pourcentage de la masse monétaire en circulation. Donc on s'en fiche que vous soyez là avant, qu'eux soient là après, que avant, peut-être qu'aujourd'hui, vous savez, au tout début de la June, il y avait 59 membres, et tout le monde a créé son premier dividende le premier jour, donc on était 59, et il y avait un dividende donc le dividende était un peu plus, c'était un sac qui contenait un petit peu moins de junes à l'époque, c'était 10 junes par dividende, donc en gros on crée tous 10, donc le premier jour on a tous créé 10, on était 59. Ça veut dire qu'en gros la masse monétaire était de 590. Aujourd'hui, on est à plus de 21 millions de junes en circulation. Mais c'est pas grave. Même si dans 30 ans, il y aura des milliards et des milliards de junes en circulation, théoriquement, du coup, peu importe, le dividende, lui, ça sera toujours un petit sac qui contient 9,76, en gros, 9,76% de la moyenne de monnaie en circulation. Donc il y en a 1 milliard en circulation, 1 million, voilà. Et c'est parce que ce truc-là, c'est une proportion, que c'est-à-dire que dans le temps, en fait, peu importe la masse monétaire qui est en circulation, ça ne change rien en fait, parce que le dividende, ça sera toujours le même pourcentage. Le sac représentera toujours la même part du gâteau final en fait. Et donc si on brise une de ces deux symétries, en fait, du coup on n'aurait plus la monnaie libre, et ça voudrait dire qu'en fait il y a certains individus, si on change le C au cours du temps par exemple, ou si on donne plus de dividendes à quelqu'un plutôt qu'à un autre, ou voilà, et en fait si on fait ça, ça veut dire qu'en gros tous les individus ne seront plus en possession de leurs 4 libertés économiques. Parce qu'il y en aura qui créeront plus de monnaie que d'autres, et du coup on ne sera plus dans une monnaie libre. Parce que voilà, si le dividende n'est pas équivalent entre tout le monde et ne bouge pas dans le temps, en fait, si on casse une des deux symétries, donc dans l'espace ou dans le temps, et ou, en fait, les deux, on n'est plus dans une monnaie libre. Donc l'important, c'est que la monnaie soit créée de manière égalitaire entre tout le monde. Donc dans la June, on a commencé donc en mars 2017, et à l'époque, le petit sac contenait 10 junes. Donc le dividende contenait 10 junes. Ensuite, je n'ai pas montré toutes les réévaluations là, mais si on prend tous les ans, en mars 2018, en fait, le sac, en fait, c'était plus 10, c'était 10,02. Et ensuite, un an après, c'était 10,07, et là maintenant, c'est 10,16, en mars, c'était 10,16. Donc en fait, on voit que le sac, lui, si on regarde en quantité de junes qu'il contient, il grandit dans le temps. On se dit, ouais, ok, d'accord, c'est un sac qui grandit. Bon, lui, le sac, il représente toujours le même pourcentage de la monnaie de circulation, mais il grandit en quantitatif, donc en nombre de junes. Il contient de plus en plus de junes, quoi. Mais il représente toujours le même pourcentage. Donc c'est toujours la même chose. Dans la june, effectivement, je remets une précision, c'est bien 9,76 par an, mais vu qu'il est réévalué tous les 6 mois, du coup, c'est 4,88% par tous les 6 mois. Donc le dividende, au lieu d'être évalué tous les ans,
il est juste réévalué tous les 6 mois. Mais ça change rien en fait, si on fait une division, ça change rien. C'est juste, en gros, dans la June, tous les 6 mois, le sac va être réévalué, la formule va être réappliquée. Et tous les nouveaux sacs que tout le monde vont créer, ouais. D'un point technique, on a dit par écrit, mais c'est bien 10% par an. Hein. Y a expliqué que 4,88% tous les 6 mois, ça fait bien 10% par an, parce que c'est au carré. Oui, c'est pas x2, ok. Oui, ok. C'est bien dit, c'est pas 9,76. Sinon, d'accord, ok. Merci de la précision. Donc effectivement, on dit que c'est 10% par an et non pas 9,76 parce qu'effectivement on multiplie pas le pourcentage comme ça, mais oui. Je suis d'accord. Donc voilà, bon, en tout cas, donc le sac grandit. Et donc ça, là-dedans, sur Wikipédia, en fait, sur l'article de la June sur Wikipédia, vous avez en fait pour l'instant tenu à jour toutes les réévaluations du dividende qui ont eu lieu, avec les informations de la masse monétaire à l'époque, le nombre de membres. Et du coup, voilà, on peut en déduire en fait à chaque fois le dividende, comment voilà, on peut retrouver la formule et le recalculer, quoi. Donc sur Wikipédia, d'année en année, ou d'autres endroits, je pense que c'est bien d'avoir ces stats-là et de voir en fait que le dividende, lui, en fait, le petit sac là, il contient de plus en plus de June en fonction des années qui passent, quoi. Voilà, c'est bien. Donc voilà, on voit bien que c'est symétrique, enfin c'est symétrique en tout cas, la proportion est gardée, quoi, dans le temps. Donc on voit que 1 DU ici c'est égal 10 June, mais bon, soit on dit 10 June, soit on dit 1 DU, c'est pareil. C'est-à-dire que si je vous achète une voiture 20 June, du coup on peut se dire la voiture, soit je l'achète 2 sacs, soit je l'achète 10 June. 20 June, pardon. Donc en fait, le fait de parler en sac ou de parler en nombre de June, en fait, c'est juste deux façons différentes de dire la même chose, quoi. Donc en fait, on peut compter tout en nombre de June ou en nombre de sacs. Et en fonction du temps, là au début, en 2017, un sac c'était 10 June. Maintenant, un sac c'était 10,02. Un an après, un sac c'était 10,07. Un an encore après, 10,16. Et maintenant, là, un sac c'est 10,23. Et dans le temps, ça va continuer à monter comme ça. Mais si on parle en sac, là c'était un sac, là c'était un sac, là c'était un sac, là c'était un sac. Donc en fait, un DU c'est toujours un DU en fait. C'est un DU c'est un sac. Voilà. Par contre, le sac lui contient de plus en plus de June. Et c'est ça la petite subtilité. Donc c'est-à-dire qu'on peut, quand on parle en nombre de June, on dit qu'on parle en quantitatif, donc en quantité de June que contient un sac. Et quand on parle en relatif, en fait, on parle en nombre de sacs. Et en fait, ce truc-là, ça permet juste d'avoir des points de vue différents sur les mêmes choses. Et étant donné que ce dividende, du coup, il est symétrique dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours la même proportion dans le temps, pour éviter de tomber dans le piège qu'on avait tout à l'heure avec les Schlib et les barques, en fait, c'est plus facile de parler en sac, parce qu'on sait que même dans le temps, tout le monde continue à créer un sac par jour. C'est plus facile, en fait. C'est un truc qui est beaucoup plus stable, parce qu'on sait qu'il y a toujours le même nombre de sacs dans l'économie, ça représente toujours le même pourcentage. En fait, c'est un pourcentage, quoi. Donc, en fait, c'est plus simple. Dans le temps, ça donne un truc qui bouge pas. 100%, ça restera toujours 100%. Un truc qui vaut 10% de la masse monétaire, ça sera toujours 10% de la masse monétaire. Et voilà, si on exprime tout en nombre de sacs, en fait, ça simplifie dans le temps. Et quand on parle en quantitatif, en nombre de June, du coup, on se retrouve... on peut présenter les mêmes choses, mais on se retrouve, en fait, faut faire gaffe au biais que ça amène, parce que, du coup, on sera dans le même problème qu'avec les barques tout à l'heure, quoi. On va se dire, oui, une June, c'est pareil qu'une June là. Non, en fait, parce qu'une June dans telle année, c'est pas la même chose qu'une June dans l'autre. Parce qu'il y avait beaucoup plus de June en circulation. Au bout de 3 ans, on en est à 21 millions de June en circulation, alors qu'au début, on n'avait que 590. Et par contre, là, c'est pas encore vrai, mais potentiellement, si on parle en DU, en dividende universel, dans le temps, en fait, on aura le même nombre de dividendes toujours en moyenne par personne, toujours le même nombre de dividendes dans l'économie, donc en fait, ça va être un pourcentage, ça va jamais bouger, en fait, donc ce sera beaucoup plus simple d'estimer les choses comme ça. Mais voilà, on peut choisir le point de vue de ce qu'on regarde. C'est pour ça que dans Cesium, on a la possibilité à chaque fois d'afficher tout si on affiche tout en nombre de DU, on se dit tous les jours du coup on crée un sac. Donc si j'affiche tout en nombre de sacs, tous les jours je crée un sac. Par contre si j'affiche tout en June, le Cesium va dire dans ces cas-là tu crées 10,23 June par jour. Mais en fait on regarde la même chose, on l'affiche soit en June, soit en sac. Donc soit on l'affiche en quantitatif, soit on l'affiche en relatif au nombre de sacs. Quand on fait un virement pareil dans Cesium, pareil on peut choisir de compter en sac ou de compter en DU, quoi, du coup, ou de compter en June, quoi. C'est un point de vue simplement sur une chose, et on peut décider de prendre un point de vue ou l'autre. Et ça, ça fait partie de cette fameuse 4e liberté d'afficher dans l'unité choisie, dans la monnaie choisie, quoi. Si notre monnaie c'est le dividende, c'est le dividende. Si notre monnaie c'est la June,
ok, le dividende c'est un sac de June, mais on peut décider d'afficher dans l'un ou dans l'autre. Et donc ce fameux truc qu'on avait vu tout à l'heure avec Jean riche et Jean pauvre, en fait c'est exactement ça. Si on affiche le compte de Jean riche et Jean pauvre en nombre de June, bah, c'est ce qu'on voyait au début. On se dit, bah oui, en fait, les mecs ils deviennent millionnaires, quoi. Donc effectivement, là, une June à l'époque, c'est pas la même chose qu'une June maintenant, parce que là, il y en a quand même 1 million en circulation. Enfin, il y en a 2 millions en circulation, quoi. Ils en ont 1 million en moyenne, ils sont 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de Junes qui circulent. Une June, c'est plus la même chose, quoi. C'est 0,5. Je sais même pas comment dire. C'est la moitié d'un millionième, quoi. C'est un demi-millionième, quoi. Je sais même pas comment on le dit. Mais voilà, alors que si on affiche en nombre de dividendes, bah c'est quand on affiche en nombre de dividendes qu'on voit cette courbe beaucoup plus simple. On se dit, ah bah oui, en fait, quand on affiche en nombre de sacs, en fait, ce qu'on voit maintenant, c'est l'écart relatif des gens entre eux. Donc c'est beaucoup plus parlant, on se rend beaucoup plus compte de ce qui se passe pour évaluer qui est plus riche ou pas en monnaie, on voit mieux, alors que quand on regarde comme ça, en fait, on se rend compte que ça monte, là on en est à des millions. Donc en fait, quand on regarde en quantitatif ou en relatif, on regarde la même chose, mais c'est juste que les courbes vont avoir une autre tête et on va pouvoir en déduire d'autres choses, en fait. Donc nous avons un arrêt de streaming, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 heure que je suis en train de vous parler. Je vais en profiter pour parler de ça pendant que Pierre peut relancer la petite vidéo. Ouais. Est-ce que pour l'instant ça va, vous comprenez? Est-ce que ça va vite? Est-ce que... Bon, les questions on répondra après, mais est-ce que je dois reprendre encore un truc pour l'instant? Bon, ouais, en même temps il y a beaucoup de gens, on va peut-être pas demander à tout le monde de s'exprimer. J'ai juste quand même une question, est-ce que la vidéo sera enregistrée? On pourra reconsulter? Oui, bien sûr, il y aura les liens aussi disponibles, je remettrai les liens tout en dessous pour que vous puissiez... Ainsi que la présentation aussi, vous pourrez télécharger. Comme ça, vous aurez tout. Super, merci beaucoup. En tout cas, c'est pour moi très... Ok, bah cool, merci, parce que j'ai l'impression de parler très vite, donc, et de me dessécher un peu. Donc oui, pour comprendre ces délires de changement de référentiel, en gros, donc le nom est pompeux, mais en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Il y a vraiment cette vidéo-là, moi, qui m'a vraiment... ça m'a fait un choc la première fois que je l'ai vue. Le quantitatif et le relatif V2, voilà, sur le site création monétaire. Vous tapez quantitatif relatif V2 sur un moteur de recherche, vous tombez directement dessus. Et vous avez un petit post sur créationmonétaire.info, donc c'est le site de Stéphane Laborde, un blog en fait qui est super intéressant aussi, et qui est là-dessus, donc il fait une petite démonstration en 20 minutes là, avec un tableur en fait, où simplement on peut se rendre compte que bah, voilà, c'est exactement le truc que j'ai fait quand je vous ai affiché les courbes des gens entre eux, voilà, gens riches et gens pauvres, quoi. C'est ça, en fait. On fait l'exercice, il le fait très simplement avec un tableur, c'est foutrement simple et assez dingue parce qu'on se rend compte que, ah ouais, en fait, quand on décide d'afficher en quantitatif ou en relatif, en fait, on voit pas du tout les mêmes trucs, quoi. Et du coup, le fait de... C'est un peu, on peut se dire, quantitatif, relatif. Bon, j'ai pas mis l'image pour ça, mais je peux vous faire des images mentales. Pour le prix au kilo. En fait, si vous avez un prix de pâtes au supermarché, bon, désolé, je vais faire la pub pour l'euro, mais c'est comme ça, mais bon, si c'est 3 € le paquet de pâtes, ok, et si dans le temps le paquet de pâtes reste à 3 €, on peut se dire, bon bah ok, le prix n'a pas bougé, quoi. Mais si on se rend compte en fait qu'il y a de moins en moins de pâtes dans le paquet, si on regarde que le prix du paquet de pâtes, on se rend pas compte en fait. On regarde le prix et on se dit, bon bah c'est 3 € le prix, ok. Et puis ça continue dans le temps, et c'est 3 €. Mais après on se retrouve avec une seule petite coquillette dans le paquet, et c'est toujours 3 €. On va se dire, merde, là il y a... À un moment on va se rendre compte qu'on s'est fait enfler, mais si on avait voulu voir cette supercherie, eh ben, peut-être que si on avait regardé le prix au kilo par exemple, le prix au kilo ça prend une information en plus, ça met un prix par rapport au poids. Donc ce qui fait que si le vendeur vous met moins de pâtes dans le paquet, vous ne verrez pas la différence si vous regardez que le prix du paquet, mais par contre vous verrez la différence si vous regardez le prix au kilo, donc le prix et le poids. Et donc le simple fait en tant qu'individu de regarder un prix au kilo ou un prix de paquet de pâtes, ça ne change pas le paquet de pâtes. C'est pas parce que je le regarde avec le prix au kilo que le paquet de pâtes va se transformer. Non, c'est juste une information différente sur le même objet. Et c'est pareil en fait sur le quantitatif relatif, c'est ça. En fait, quand on parle en prix au kilo, on parle en relatif en fait. On parle en prix au kilo, en prix par rapport au kilo. Bon, là dans la June, quand on parle en relatif aux dividendes, c'est qu'on parle en nombre de sacs, quoi, en nombre de sacs dividendes. Et du coup, ça donne ces informations là, quoi. Et c'est ça qui est dingue, quoi. C'est vraiment
En fait, là, on voit pas grand-chose. Donc, imaginons qu'on ait des millions de gens là qui ont de plus en plus de quantité de monnaie sur leur compte. On arrive dans un marasme au bout d'un moment où on est là et tout le monde est milliardaire. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, ça veut plus rien dire. Mais si on regarde en nombre de sacs, hop, bah là, hop, ça devient beaucoup plus clair. C'est-à-dire que du coup, tout le monde tend vers la moyenne. Notre référentiel, c'est la moyenne. On se dit, ok, en fait, ça devient un peu plus clair. Et du coup, on a peut-être. Et en plus, ça devient constant dans le temps. C'est-à-dire que c'est ça aussi dans la monnaie libre qui est fou, c'est que vu que c'est constant dans le temps, on peut enfin comparer aussi des prix dans le temps quand on les compare en dividendes, quoi. Mais voilà. Donc voilà, c'est cette vidéo-là, et sinon les modules Galilée aussi que Stéphane a créé pour inciter plein de gens à essayer de refaire ces petites manipulations dans des tableurs, etc. pour s'amuser avec ces chiffres-là, pour comprendre en fait tous ces principes de quand je regarde d'un point de vue ça change quoi, je regarde d'un point de vue ça change quoi d'autre. Voilà, c'est super bien. Ok, donc le streaming est reparti. Donc, la petite aparté pour comprendre mieux ces référentiels. Donc, voilà les deux liens. Donc, on peut afficher tout en DU et on peut afficher tout en nombre de junes, donc en petit sac ou en nombre de junes. Le truc auquel il faut faire attention quand même, et là on entend plein de trucs aussi là-dessus, sur le fait que du coup ça fond pas, machin. Bon. Faut faire gaffe quand on compte en nombre de petits sacs en fait. Et vous allez voir, c'est simple à comprendre, mais il faut faire gaffe. En fait, on peut pas trop additionner des dividendes dans le temps quand même. Ça c'est un peu chiant. Pour compter, ça fait des erreurs. Imaginons là, on est en 2017, donc le dividende en 2017, là c'est le dividende dans lequel on va compter. Donc le dividende à l'époque, voilà, c'était un petit sac qui contenait 10 junes. Bon, ok, donc à l'époque, en 2017, dès que je disais ça vaut un sac, ça voulait dire ça vaut 10 junes. Voilà, ça vaut un dividende, ça veut dire ça vaut 10 junes. Voilà, sac et dividende, c'est exactement la même chose. Hein. Donc voilà, on se disait, donc là, quelqu'un qui voudrait faire l'épargne, il se dit, ok, moi je suis en 2017, ok, j'ai un petit peu de junes sur mon compte, je vais épargner un sac. Donc à l'époque, quand il dit un sac en 2017, c'est 10 junes, quoi. Voilà, donc il a un sac de 10 junes, il le met dans un coffre-fort. Super, il est content. 3 ans après, il rouvre son coffre et il se dit, mais si on m'a pas volé, normalement, je retrouve mon sac, quoi. Alors oui, très bien, il retrouve son sac, donc il rouvre son coffre et il retrouve son sac. Et le problème, c'est que maintenant il le rouvre en 2020, et que maintenant tout le monde en 2020, un sac c'est plus 10, un sac c'est 10,16. Donc du coup, si on affiche tout en nombre de sacs de 2020, on va se dire, merde, j'ai mis un sac à l'époque en 2017, et quand je ressors 3 ans après, en fait j'ai moins d'un sac en fait. Mais c'est pas parce que la monnaie a fondu, c'est parce qu'en fait l'unité dans laquelle on compte, elle a gonflé. Donc c'est-à-dire que maintenant un sac c'est 10,16. Donc si je sors une quantité de junes de mon coffre, c'était 10 junes, 10 junes c'est pas exactement un sac de 2020. Donc c'est 98% du sac de 2020. Donc c'est pour ça que quand on compte en dividendes, on a l'impression que notre stock de monnaie fond dans le temps. On a l'impression. Moi on stocke un dividende dans le coffre, 3 ans après on le ressort, on se dit merde, maintenant on n'a plus que 0,98 DU. Comment ça se fait? Pourtant on m'a volé, on m'a pas volé. Alors que pas du tout. En fait, si on regarde en nombre de junes, on voit bien qu'on a stocké 10 junes et qu'on a sorti 10 junes. Donc en fait personne n'a rien volé. C'est juste que quand on compte en dividende ou en nombre de sacs, vu que le sac de référence lui il grandit tout le temps d'année en année, quand on compte en sac de référence, forcément les sacs plus petits d'avant, ils valent un sac d'il y a 3 ans, c'est plus un sac d'aujourd'hui en fait. Donc si on stocke un sac dans un coffre, on ressort, en sac d'aujourd'hui, ça vaut 0,98 sac d'aujourd'hui. Pourtant, quand on regarde en junes, on voit que ça n'a pas bougé. Donc là, on est dans un truc où on voit que quantitatif relatif, c'est 2 points de vue qui montrent 2 choses différentes. Et donc on peut se servir de l'un ou de l'autre pour étudier les choses différemment. Mais donc, voilà, il faut savoir que quand on regarde du coup les comptes en dividendes, il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène que toute la monnaie qui est possédée par tout le monde et qui, on va dire, qui est épargnée ou qui reste sur des comptes, quand on affiche tout en nombre de sacs, on aura toujours l'impression que la monnaie du passé, c'est comme si elle fondait, quoi. Mais c'est pas la monnaie qui fond. C'est la référence dans laquelle on compte qui, elle, grossit. Bon, c'est une question de point de vue, quoi. C'est une question de référentiel, mais au final, c'est la même chose. Voilà. Donc, quantitatif, relatif, c'est vraiment 2 points de vue sur les mêmes trucs. Et donc en gros, cette courbe-là, donc ça c'est un graphique qui représente en gros dans une monnaie libre l'arrivée et le départ de plein de gens qui vont se créer des comptes et qui vont pas toucher à leur compte pour voir comment ça se passe dans le temps.
Donc ce qu'on voit, c'est que, par exemple, des gens sont là donc à l'année 0, des gens sont là dans la monnaie, ils ont fait des échanges, on va dire, au préalable, ils ont un stock monétaire différent. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. En fait, leur stock monétaire, vu qu'ils vont créer des dividendes tous les jours, et en même temps, il va se passer que leur monnaie du passé va fondre avec le principe qu'on a vu d'avant, les deux phénomènes en fait vont se compenser, ce qui fait que cette compensation des deux phénomènes, ceux qui sont en dessous de la moyenne vont voir en fait leur stock de monnaie gonfler, ceux qui sont à la moyenne vont voir leur stock de monnaie stagner, et ceux qui sont au-dessus de la moyenne vont voir leur stock de monnaie en fait fondre dans le temps. Ils vont le voir. Ça ne veut pas dire que leur stock de monnaie fond, ça veut dire que quand on regarde en dividende, vu qu'on regarde par rapport aux autres, quand on regarde en dividende, parce que quand on regarde en dividende, on regarde par rapport à la moyenne, donc on regarde par rapport aux autres, et du coup, c'est là qu'on a l'impression que notre stock fond. Mais c'est le stock, enfin le nombre de junes qu'on a sur les comptes ne fond pas. C'est juste quand on le regarde en dividende, ça, on a l'impression qu'ils fondent. Et en gros, là par exemple, là on a des gens dans la monnaie, et dès que vous voyez une courbe qui baisse comme ça, c'est quelqu'un qui quitte le système, donc qui meurt ou qui s'en va du système, et qui arrête de créer de la monnaie. Donc là on voit que dès que quelqu'un meurt, donc là par exemple l'individu rouge ici, il meurt là, ou en tout cas il sort du système, et donc on voit que son stock monétaire, vu qu'il ne crée plus de dividendes, on n'a que le phénomène de fonte qui s'applique, et donc c'est-à-dire que son stock de monnaie, c'est comme notre exemple qu'on a vu avant, c'est comme si le gars avait mis toute sa monnaie dans un coffre-fort, mais quand on regarde en nombre de sacs, vu que le sac continue d'augmenter année après année, on a l'impression qu'en fait son stock de monnaie diminue, voilà. Et donc juste pour arriver à un niveau négligeable. Et donc tous les gens qui meurent, en fait, leur stock de monnaie se fond dans la monnaie des vivants, en fait, qui continuent, qui eux créent leur monnaie. Et tous les individus comme lui, par exemple, qui rentrent dans la monnaie, dans l'année 32, là, on voit qu'il commence à créer son dividende, et hop, on voit que son stock de monnaie, ça gonfle, jusqu'à ce qu'il arrive, et à un moment, il va mourir. Donc il meurt un peu plus loin, du coup, mais bon, voilà. Si on prend lui, par exemple, lui, il naît comme ça, il vit, il crée sa monnaie, voilà, il arrive un moment à la moyenne, et puis à un moment, il meurt au bout de 80 ans, en moyenne. Et du coup, quand il meurt, son stock monétaire commence à fondre. Donc en fait, cette courbe-là, en fait, ça nous montre juste que déjà, quand on regarde en dividende, c'est là qu'on se rend compte en fait du traitement qui est vraiment symétrique entre les individus. Parce que quand on le regarde en nombre de junes, on ne se rend pas vraiment compte, parce que là, on monte dans des milliards et des milliards, alors quand on le regarde en dividende, donc c'est-à-dire relativement les uns entre les autres, là, on se rend compte qu'effectivement, d'accord, ok. Donc là, quand on regarde comme ça, ça me fait un point de vue super clair qui me dit, tout au long de notre vie, en fait, on a ce mécanisme de fonte de la monnaie, plus en même temps la création du dividende de tout le monde. Donc on a des comptes qui sont attirés vers la moyenne tout le temps, et dès qu'on meurt, en fait, notre monnaie pèse de moins en moins lourd pour les générations suivantes. Ce qui fait que, si cette monnaie-là, elle est héritée par quelqu'un, peu importe l'héritage, en fait, en gros, relativement, il va valoir de moins en moins dans le temps. Et voilà, du coup, ça laissera aussi libre cours aux nouvelles personnes qui naissent dans l'économie, donc aux générations suivantes, d'avoir aussi leur poids monétaire dans l'économie pour pouvoir décider de ce qui va se passer, sans devoir aussi subir la quantité de monnaie des aïeux et subir le fait que des gens vont avoir un héritage et d'autres non. Là, non, en fait, on n'est pas dans ce truc-là, parce que tout le monde crée de la monnaie tout le temps, donc en fait, la monnaie qui vaut, entre guillemets, qui représente quelque chose, c'est celle qui crée tout le monde, qui est créée par les vivants, quoi. La monnaie des morts, elles font dans le temps un petit peu. Elles font quand on la regarde en nombre de dividendes. Donc c'est-à-dire qu'en gros, elle représente de moins en moins de richesse relative par rapport aux autres. Donc voilà. Donc ce phénomène de fonte, d'attraction vers la moyenne, que vous allez souvent entendre parler dans la June, c'est essentiellement, il me semble, le cumul de ces deux phénomènes. Tout le monde crée la monnaie tout le temps, mais en même temps, la monnaie de tout le monde va avoir tendance à fondre relativement quand on regarde en nombre de sacs. Du coup, la compensation des deux, ça fait ça, quoi. Donc, voilà. Donc, on n'arrive pas loin de la fin, quand même. Je m'étais dit... bon, là, on pourrait en parler des heures, parce que je sais qu'il y a plein de sujets, là, sur le forum qui parlaient de ça, et c'est une question qui est tout le temps débattue, mais... Ce qui n'est pas a priori, j'ai commencé le truc en vous disant que le dividende, en fait, c'est une solution à un problème qui était posé, à la base. Et donc, ça n'a pas été une volonté Il se trouve que la solution au problème, c'était de dire il faut que la monnaie soit créée par tout le monde, sous forme de ce petit sac de monnaie qui va être créé par tout le monde tous les jours. Ok, donc c'est vrai qu'instinctivement, on pourrait se dire ah ouais, c'est un revenu de base ou c'est un machin. Mais en fait, toutes ces définitions de revenu de base, alors je suis pas un expert dans ce sujet-là, mais je vois qu'il y a plusieurs définitions. Donc il y a un revenu de base, revenu d'existence, d'autonomie. C'est des définitions différentes qui vont définir soit ou le revenu universel par exemple. Donc universel, ça serait dont tout le monde a le droit.
De base, il me semble que ce serait un peu une idée de il faut que ça soit suffisant pour vivre, ou d'existence. J'imagine que c'est un peu le même genre de connotation. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui sont très politiques, et ça, on peut partager ou pas ces points de vue-là. Le truc, c'est que le dividende, c'est pas ça du tout à la base. Ça n'a jamais, en tout cas, d'après ce que j'en ai compris et de ce que dit aussi Stéphane Laborde, ça n'a pas été la pensée de base. Le but n'a pas été de se dire on va mettre un système avec un revenu de base. Non, le but c'était de dire est-ce qu'on peut faire un système où la monnaie est créée à égalité entre tout le monde, même dans le temps. Et en posant les calculs, il s'est retrouvé avec la formule finale en disant ah bah ok, en fait, même lui ça l'a étonné quoi. Il le dit lui-même plusieurs fois. Il dit, quand il a vu le résultat de la monnaie libre et de se dire ah ok, en fait il faut que tout le monde crée de la monnaie. Et il a commencé à afficher ça dans plein de trucs, puis il a vu après, il a affiché ça en nombre de dividendes, puis il a vu qu'il y avait l'attraction vers la moyenne de ce truc-là. Il a trouvé ça surprenant. Même Laborde le dit quoi, lui-même, quand il a mis après, il essaie de voir la solution de son truc, il s'est dit ah putain mais c'est marrant quoi. Et du coup après effectivement on peut se dire ah bah oui en fait ça pourrait être un revenu de base en fait, mais faut se dire que c'est vraiment pas la base quoi. La base c'est pas la réflexion quoi. La réflexion c'était simplement est-ce que c'est possible de faire un système symétrique entre les humains. Point. Après que des gens se disent que c'est un revenu de base ou pas, que ça le devienne ou pas dans le temps. Oui, alors ça serait... moi, personnellement, en tout cas, je me dis, pourquoi pas, si ça peut permettre si la création du dividende universel en June, par exemple, de tous les membres qui l'utilisent, leur permettent d'acheter ne serait-ce qu'un tiers de la bouffe de tous les jours, mais ça serait génial. Ça serait génial, ce que ça arrive. Le fait est que pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, l'expérience nous montre qu'au bout de 3 ans de dividende universel, le dividende existe, parce qu'il dans la June, il existe, il est créé par tout le monde, donc c'est là, ça existe, c'est utilisé. Visiblement, c'est possible que le dividende existe et que ça soit pas un revenu de base. Voilà, c'est là en tout cas pour l'instant on en est là, on l'a démontré, c'est démontré tous les jours que ça peut ne pas être un revenu de base pour beaucoup de gens. Ça peut peut-être l'être pour certaines personnes et pas pour d'autres par exemple. Donc voilà, ça peut, a priori le dividende universel n'est pas un revenu de base, n'est pas un revenu d'existence, n'est pas un revenu d'autonomie, c'est juste une création de monétaire symétrique. Entre les gens. C'est la solution si on veut avoir un système qui ne privilégie personne face à la création de la monnaie. Voilà, c'est ça le dividende universel. Ce n'est pas un salaire à vie, parce que le salaire à vie, c'est une dimension aussi beaucoup plus politique. Ça m'a beaucoup intéressé ce sujet-là, et ça continue à m'intéresser dans ce qui est pertinent là-dedans. Tout n'est pas pertinent, mais il y a des trucs qui ont l'air d'être bien quand même. C'est le salaire à vie, il y a vraiment un côté social en fait, de reconnaissance de ce qui fait valeur ou pas, mais à l'échelle de la société, avec des jurys de qualification, donc c'est un truc qui prend la démocratie, qui prend des points de vue de jury de qualification, c'est un système d'organisation en fait. C'est pas Bernard Friot qui a pensé ça, mais pour lui le salaire à vie c'est plus un salaire qui rémunérerait du travail, mais par une cotisation, une subvention. Donc, ça n'a rien à voir avec le dividende universel. Le dividende universel c'est juste une création monétaire symétrique entre les individus. Point. Voilà, c'est pas un salaire à vie. Après, rien n'empêche à des individus de faire apparaître un salaire à vie dans un système de monnaie libre. Ou un système de revenu d'autonomie, ou de revenu d'existence. Ça n'empêche pas. On est tous libres dans la monnaie libre de cotiser à des caisses, d'organiser des caisses de cotisation à reverser, et ça existe déjà. Rémunitaire, dans la June, c'est une caisse de cotisation où n'importe qui peut cotiser librement, et ensuite la monnaie qui est cotisée là-dedans va être redistribuée à tous les gens qui calculent des blocs. Donc à tous les... Voilà, donc, génial, super. Voilà, ça c'est un système de cotisation-subvention. On a pareil un système, une caisse de cotisation pour les développeurs d'unitaires qui est pleine de June, plein de gens cotisent, c'est cool. Du coup, il n'y a pas encore eu vraiment d'investissement massif ou de subvention massive de choses utiles. J'en sais rien, peut-être que si, peut-être que je m'avance, mais on peut voir le truc en plus grand encore. Mais bon, ça n'existe pas encore, mais il y a déjà des tentatives, donc il y a déjà des volontés de faire de faire un système un peu salaire à vie, de reconnaissance sociale de ce qui fait valeur, ce qui fait pas valeur, mais le dividende n'a rien à voir avec ça. Le dividende n'est pas politique, a priori. On peut se dire que il part sur des bases où les prémices de base, on peut ne pas être d'accord avec les prémices de base de la théorie relative de la monnaie, c'est possible. J'ai rencontré quelqu'un qui a refusé de... Moi, je voulais travailler avec lui, je voulais louer un endroit en June pour mon boulot. Et en fait, la personne n'était pas contre, c'est juste qu'elle n'était pas d'accord avec les prémices de base, quoi. Elle m'avait dit que ouais, mais ton système, ça met tous les humains à égalité, alors que moi, je pense que la moitié des humains devraient mourir parce qu'ils nuisent aux autres, donc je suis pas d'accord.
Voilà, bon bah ok, là je suis face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait que tous les humains se valent et le fait que du point de vue que tous les humains se valent sur la valeur. Ok, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, ouais, c'est politique et bon. Donc en soi, le dividende universel, il a peut-être un petit peu de politique en le sens où on se dit, bon, mais encore, bon, voilà, c'est. Moi je trouve. Ouais, voilà, il est pas. À la base, c'est pas vraiment politique pour moi. Il n'est pas non plus idéologique parce que, voilà, enfin, à moins qu'on considère que le fait que tous les humains se valent est une idéologie. Ok, je veux bien l'entendre, c'est possible. Des gens qui sont pas d'accord avec cette idée-là, qui pensent qu'il y a des humains qui valent plus que d'autres, ok, vont pas être d'accord avec le dividende, je pense. Parce que, oui, c'est. Bon, après ça se discute aussi parce que du coup on se retrouve encore dans un problème logique, quoi. Alors, du coup, ces individus-là vont dire qu'il y a des individus qui valent plus que l'autre, mais qui décide de qui vaut plus que l'autre. Donc c'est quoi le référentiel le plus privilégié pour ça? Du coup on sait pas, donc enfin, c'est un peu compliqué quand même. Donc il est pas de gauche, pas de droite, il n'a pas de nom, pas d'affichage. Voilà, donc là on peut y aller, on peut à cœur joie. Et ce que je pense qu'il est, en fait, a priori, c'est voilà, c'est une solution à un problème posé. Il est surtout utilisable dès aujourd'hui, ça c'est important de le montrer, parce que là on n'est pas dans une utopie, on n'est pas dans un truc, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, non, parce qu'en fait là ça fait 7 ans, voire plus, qu'énormément de gens ont travaillé sur le sujet, qui ont lu la théorie relative de la monnaie, qui a été écrite déjà, qui a été pensée, qui a été publiée, qui a été étudiée, qui a été ensuite il y a des développeurs qui ont compris la théorie relative de la monnaie et l'enjeu que ça avait, qui ont mis des années de leur vie dans ce projet pour faire sortir la June, donc la monnaie libre, qui respecte la théorie relative de la monnaie et qui essaie de faire un système symétrique du coup. Donc ça fait plus de 10 ans de boulot déjà qui existe, où maintenant, ok, ça fait 3 ans que le dividende existe, il est créé par des gens, il y a un dividende qui existe en tout cas dans la monnaie libre. Bon, c'est après 10 ans de boulot acharné de quelques-uns qui ont été incroyablement courageux et visionnaires, quoi. Donc, merci à eux déjà. Et puis, et voilà, donc c'est utilisable. Donc c'est là. Donc déjà, on voit qu'aujourd'hui, le dividende est là. On voit que c'est pas un revenu de base. On voit que c'est pas un revenu d'existence. On le voit, quoi. Donc en fait, il n'y a pas besoin de. Voilà, on a une expérience en cours, quoi. Donc les seules choses qu'on peut dire, on peut pas trop faire de prévision, quoi. On peut pas trop s'avancer. On peut se dire, on peut voir déjà il y a 3 ans d'utilisation de la monnaie libre et de la June, et ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui créent un dividende tous les jours. Bon, au début il y avait 59 personnes, aujourd'hui il y en a de 2800 et quelques. Ça grandit, c'est cool. Voilà, est-ce que parmi ces 2800 personnes, est-ce qu'il y a au moins ne serait-ce qu'un être humain qui arrive à vivre de son dividende universel? Est-ce que ça existe? Si ça existe, super, il faudrait le faire savoir, il faudrait qu'il explique comment il fait, il faudrait étudier la production qu'il y a autour de lui, comment ça se fait, voilà, quels sont ses besoins. C'est tellement, voilà, non, c'est relatif, quoi, hein, tout ça, le fait que ce soit revenu d'existence et tout. Donc il est symétrique dans l'espace et dans le temps, ça c'est sûr. Voilà, le dividende il est fait pour ça, hein. Donc il a été pensé pour ça, c'est la solution à ce problème-là, donc oui, le dividende il est symétrique dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'en fait il est le même, et il agit de la même façon pour tous les humains, aujourd'hui, où qu'ils soient, et demain, où qu'ils soient aussi. Et dans 100 ans aussi, si la June continue à exister, ou voilà, le dividende sera toujours là et représentera toujours la même proportion de la masse monétaire en moyenne en circulation, ça sera toujours la même chose. Du coup, il est symétrique, quoi. Voilà. Et il est un bon candidat à être une référence de mesure du phénomène de valeur, si on considère que le phénomène de valeur est un phénomène relativiste. Donc si on part du principe, effectivement, que tous les humains se valent pour estimer la valeur. Du coup, si c'est le cas, le dividende, c'est un bon candidat, parce que c'est une unité de mesure qui est pas trop mal à utiliser, quoi. Au moins, elle est stable entre tout le monde. C'est cool, quoi. C'est ce qu'on demande d'une unité de mesure, quoi. C'est qu'elle soit stable. Sinon, c'est pas une unité de mesure. Sinon, ça revient à mesurer la Lune depuis un près, quoi. C'est ça, quoi. Et après, si vous allez dans la théorie relative de la monnaie, vous verrez donc d'autres fondements du dividende universel. Donc je pense que, je m'avance peut-être, j'en sais rien, mais je pense que ça, c'était... en fait, du coup, c'est une déduction. Après, en fait, on peut se dire le dividende, mais alors du coup, ouais, qu'est-ce qu'il est aussi en plus, quoi. Donc ce que dit Stéphane Laborde, là, donc il dit, déjà, c'est la copropriété citoyenne de la zone monétaire. C'est-à-dire qu'effectivement, en gros, vu qu'on a vu le système
de la monnaie des morts qui se fond dans la monnaie des vivants, etc. En fait, c'est-à-dire qu'en gros, on voit que tous les individus qui sont dans une monnaie libre vont créer en fait leur part de monnaie, leur part relative de monnaie similaire au long de leur vie. Et du coup, tous les vivants vont être copropriétaires de la zone monétaire. C'est-à-dire qu'ils vont tous posséder une part relative similaire, en fait. Ils vont tous la créer, en tout cas. Tous les gens qui vont rentrer dans un système de monnaie libre vont co-créer la même part de monnaie, la même part relative de monnaie pendant 40 ans de leur vie. Enfin, dans une durée de 40 ans. Une demi-espérance de vie. Du coup, voilà. Donc, on sait dire que tous les vivants dans une monnaie libre sont copropriétaires dans le temps, en fait. Sont copropriétaires de la zone monétaire qu'ils utilisent. Et dès qu'ils disparaissent, dès qu'ils meurent ou dès qu'ils sortent du système, ceux qui restent se retrouvent encore copropriétaires de la zone monétaire. Donc c'est-à-dire qu'on est libre de rentrer, de sortir dedans sans nuire aux autres, quoi. On n'a pas besoin, enfin la monnaie libre n'a pas besoin de moi pour exister, n'a pas besoin de qui que ce soit. Enfin, pour l'instant, elle a besoin des développeurs, c'est sûr, mais elle n'a pas besoin d'un individu particulier, quoi. Voilà, si vous êtes dedans, vous êtes deux, c'est pas grave, le dividende, il sera là quand même. Et il sera calculé, il sera toujours la même chose, il sera toujours la même part de moyenne par personne, quoi. Il est aussi, donc le dividende représente aussi la monétisation de la valeur libre, bénévole, non directement marchande. Alors ça, dans la TRM, c'est détaillé aussi, hein. Étant donné que ça permet, tout le monde est en possession d'un petit sac de monnaie supplémentaire tous les jours, donc tout le monde a toujours de la monnaie. Tout le monde est capable aussi d'acheter un peu ce qu'il veut, à qui il veut. Et donc du coup, si un individu se retrouve dans la capacité de vendre des choses à d'autres parce que les autres ont la monnaie pour acheter, en fait, ça libère vachement la créativité des individus qui se retrouvent dans la possibilité du coup de créer des choses en sachant qu'ils vont pouvoir le vendre, ou en tout cas l'échanger contre de la monnaie, à d'autres personnes qui vont avoir cette monnaie parce qu'ils vont pas avoir besoin de respecter des critères pour avoir un crédit dans une banque ou quoi que ce soit. Ils vont créer leur monnaie au même titre que tout le monde. Donc, en fait, on est libre de se dire, en fait, on peut créer de la monnaie facilement, on en crée tous les jours, et on peut échanger facilement, donc du coup, déjà, on peut commencer à créer des choses en sachant qu'on va les vendre, choses qu'on n'aura pas forcément fait avec une monnaie pas libre, parce que bon, voilà, si on ne crée pas d'euros, si on ne nous fait pas de crédit pour faire des choses, il y a un moment, si je suis ingénieur du son, si personne n'a d'argent pour me payer, il y a un moment, je vais arrêter de faire mon métier, quoi. Enfin, j'ai pas le choix, quoi. Mais si les gens à qui je m'adresse ont un minimum de monnaie quand même, ils seront toujours en capacité de me payer. Après, ça sera un choix de leur part, mais ils pourront faire, parce que le dividende sera là, quoi. Et aussi, il y a aussi des valeurs libres, donc bénévoles non directement marchandes, qui justement ne sont pas faites pour être marchandisées, pas forcément faites pour être sur un marché, quoi. Donc par exemple le logiciel libre ou toutes les idées libres, hein, la musique en licence libre ou des choses comme ça, ça pourrait être marchandé, ça pourrait l'être, mais souvent ça l'est pas, parce que l'intérêt en fait de ce genre de trucs, ce sont des idées, surtout pour les logiciels libres, ce sont des idées, des programmes, du travail en fait de plein de gens qui s'agrègent, qui s'agglomèrent et qui se serrent. Tout le monde se sert du travail de l'autre, donc du coup c'est quelque chose, on a intérêt à le partager en masse plutôt qu'à le vendre. Et du coup il y a des choses qui sont et d'autres choses, les rapports humains peut-être, plein d'autres choses qui sont pas du tout marchands. Et donc Stéphane Laborde dit en fait, vu que le dividende universel est créé par tout le monde, en fait on peut imaginer que c'est une sorte de, comme une rétribution en fait de la valeur libre non directement marchande. En fait le dividende ça reconnaît aussi cette part de création de tout le monde qui n'est pas directement marchande, il n'est pas forcément faite pour être marchandée. Mais du coup, le dividende, c'est une sorte de rétribution égalitaire qui ne fait pas d'a priori, en disant, si vous marchandez pas ce que vous avez, au moins vous avez le dividende, quoi. Au moins, c'est ça votre rétribution, quoi. Et au même titre que tout le monde, vous avez une rétribution parce que vous êtes humain, quoi. Et on considère, un peu comme à l'image dans le salaire à vie, où que tous les humains créent la valeur, quoi. C'est que le travail qui crée la valeur, tous les humains travaillent, donc vous avez tous votre dividende, quoi. La neutralité de la monnaie, dans le sens où en fait le dividende est neutre, il n'agit pas différemment d'un individu par rapport à l'autre ou une génération par rapport à l'autre. Du coup, ça rend le système monétaire vraiment neutre. Ça fait une masse monétaire qui bouge plus, qui est là, qui est stable, et après tout le monde peut s'en servir pour mesurer des choses, pour échanger. Mais la monnaie elle-même ne va pas tirer l'économie d'un côté ou de l'autre, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'euro, ou si des banques vont créer énormément de monnaie pour
j'ai dit conneries, j'en sais rien, hein, pour développer des éoliennes par exemple, si on est beaucoup de citoyens à se dire ben non en fait ça sert à rien, c'est pas pilotable, etc., soit dit en passant, du coup si on n'est pas d'accord, on peut rien faire. Si c'est pas nous qui créons la monnaie, les banques décident à notre place de créer la monnaie pour des choses, et donc à chaque fois que la banque va créer de la monnaie, ça va dévaluer notre monnaie qu'on a à nous, en euros quoi. Et du coup en fait ça va tirer aussi l'économie en mettant de la valeur sur des éoliennes, des trucs qui ça se trouve pour moi en fait ne valent pas grand chose. Du coup la monnaie n'est pas neutre dans ces cas. Alors que là, dans la monnaie libre, le dividende étant créé par tout le monde, avec la même quantité tout le temps, c'est la même proportion, le tissu qui fait économie en fait ne va pas être tiré en fait par quelqu'un et ne va pas créer une bosse artificielle chez quelqu'un. Voilà, ça fait un truc plat qui est plutôt neutre quoi. Et après ce sont les humains qui utilisent cette monnaie là qui eux vont faire le marché, vont faire l'économie, vont faire des trucs, mais c'est pas la monnaie elle-même qui va orienter ça. Et la valeur fondamentale de toute économie, parce que du coup le dividende est basé sur le fait que les humains sont la base de l'économie. La masse monétaire n'est constituée que de dividendes universels, parce que la monnaie n'est créée que par les dividendes universels, donc que des sacs. Donc faut se dire, la masse monétaire de June, c'est que des dividendes, en fait. C'est que des sacs de June qui ont été entassés, quoi. Personne n'a le droit de créer de la monnaie autrement que par la création automatique de sacs pour tout le monde tous les jours. Donc voilà, c'est la valeur fondamentale de toute économie, parce que c'est la base, en fait. C'est la base de l'économie. C'est de là que vient la monnaie en tout cas. Donc c'est la base de la monnaie. Et en plus elle est fondée sur chaque personne. Donc c'est vraiment, ça ne fait qu'entériner l'idée que la monnaie libre est une monnaie qui est basée sur la base de l'humain, qui est créée sur la base de l'humain, sous forme de dividende universel. Voilà. Et pour finir, pour ceux qui découvraient le système, vous pouvez dès à présent vous faire un compte où vous téléchargez Cesium.app, vous téléchargez Cesium par exemple. Voilà, et puis en fait vous pouvez tout de suite vous créer un petit compte portefeuille. Vous avez plein de vidéos, allez voir pour vous créer un compte. Vous allez voir sur le site manière Cesium.app, c'est bien détaillé, mais vous pouvez le faire tout de suite, hein. Vous installez l'application, vous pouvez créer un petit compte portefeuille. Vous allez avoir 0 June dessus forcément au début, mais vous allez être libre de pouvoir commencer à vendre en tout cas des choses, et puis recevoir des Junes en contrepartie, ou alors simplement vous faites un compte, vous venez sur le forum, vous dites salut, je peux avoir une June juste pour voir ce que ça fait de faire un virement. Il y a des gens qui vont vous envoyer un peu de June, vous allez tester, puis hop, voilà, c'est parti quoi. Et vous pouvez commencer à déjà échanger en quelques minutes quoi. Donc voilà, ça c'est Cesium, c'est le client le plus utilisé. Silkai, ça c'est un outil en ligne de commande pour moi j'utilise un petit peu sur Linux mais pas beaucoup, je suis pas trop doué là-dedans, mais bon ça fonctionne bien. Et ça peut aussi servir à d'autres applications de communiquer avec la blockchain d'Unitaire pour faire des virements, pour se servir de la monnaie libre en fait. Vous passez par Silkai. Et Sakia, c'est un autre client comme Cesium qui a été refait récemment, donc vérification qu'il n'y ait pas de bug. Je sais pas si ça marche encore très bien, je l'ai pas testé personnellement, mais il y a de grandes chances que ça soit aussi très cool à utiliser ça. Je le connais pas encore bien, mais je pense que c'est pas mal, après ce qu'on m'en a dit. Voilà, et après vous trouvez des informations après. Et pour ceux qui veulent être curieux déjà aussi, vous allez sur j'échange.fr ou j'annonce.dunitaire.org et vous allez tomber sur une sorte de Le Bon Coin où tout s'échange en June. Et vous allez voir en fait que vous allez déjà pouvoir tout afficher les prix en dividende ou en dividende ou en June. Et puis voilà quoi. Et vous allez pouvoir voir ce qui est acheté, vendu déjà, voir des annonces, voir qu'il existe plein de trucs autour de vous et vous rendre compte que le dividende représente déjà est déjà utilisé comme unité de mesure de la valeur de plein de choses, et plein de gens échangent avec des dividendes quoi. Donc ça existe quoi, c'est déjà là, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit la permission de le faire, parce que c'est là. Voilà, et donc du coup j'arrive à la fin. J'espère que la vidéo ne s'est pas arrêtée, j'espère que vous m'entendez toujours, que je me retrouve pas tout seul chez moi à faire la présentation. Est-ce que quelqu'un m'entend toujours ? Ouais, super, ok. Bravo, Paula. Et je voulais faire la dernière intervention. C'est ça, voilà, c'est si pour ceux qui voudraient par exemple m'encourager à faire ce genre de petites présentations et de mettre ça après pour tout le monde, vous pouvez utiliser les schémas, les trucs comme ça, revoir la vidéo et tout.
vous pouvez, si vous voulez, me faire un don, même une June, hein, c'est pas grave, ça marche très bien. Sur ce compte-là, parce que ce compte-là, en fait, j'ai installé un truc qui s'appelle June Cotise, qui est développé par Matogrène de Lyon, et qui permet en fait dès que j'ai les Junes sur ce compte-là, dès que ça arrive à un certain stade, ça répartit en fait, et ça me fait cotiser à différents trucs. Donc en gros, moi là j'ai fait le choix, mais on pourrait cotiser complètement différemment, chacun fait ce qu'il veut en fait. Hein. Et donc là, moi j'ai décidé de, en gros, voilà, tout ce qui est sur ce compte-là, je demande à tout le monde de me payer là-dessus plutôt que sur mon compte membre. Comme ça, il y a 5% qui partent pour ceux qui font tourner les blocs, enfin qui calculent les blocs, donc rémunitaires. Il y en a 5% qui partent pour les développeurs d'Unitaire aussi. 5% pour Axiom Team, qui est une association pour la promotion de la monnaie libre, voilà, avec beaucoup de potes là-dedans. Et donc, moi, ça me. Puis voilà, Oui. Excuse-moi, Polar, je voulais juste préciser la caisse développeur de Juniper, elle porte mal son nom, elle a historiquement ce nom, mais elle rémunère tous les développeurs, y compris de Cesium, Silkai, Satya, de tous les développeurs de logiciels autour de l'écosystème. Ah d'accord, ok. Donc ce serait plus pour les développeurs de l'écosystème June, quoi. C'est ça qu'il faudrait mettre. Ok. D'accord. Et ben donc voilà. Donc 5% pour les développeurs de l'écosystème de la June. Et voilà, 2% pour le développeur de June Cotise, donc ce système de cotisation, Matogrène. Et les 83% restants sur mon compte membre, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et puis bah voilà, du coup, si jamais l'idée vous en vient à un moment, comme vous voulez, on s'en fiche, hein, de toute manière, c'est juste... mais faites-le plus sur ce compte-là, plutôt que sur autre chose. Et je pense que voilà, si on s'installait tout ce petit truc-là et qu'on commençait à cotiser à droite à gauche pour des choses, et ben naturellement, on arriverait, je pense, à quelque chose on pourrait avoir des petits pourcentages de cotisation pour des... je sais pas moi, pour des services qu'on aimerait voir exister, quoi. Je sais pas, des médecins, ou ne serait-ce qu'un médecin, ou j'en sais rien, enfin des trucs comme ça, qui pourraient en fait reconstruire très progressivement, tout le système de cotisation qu'on a en France, qui est quand même assez révolutionnaire et qui est assez en avance sur son temps, quand même. En France, on a quand même, et c'est là où Bernard Friot a de très bonnes... idées, en tout cas de très bon, parce que voilà, il a son côté chercheur, et son côté chercheur, ça nous donne beaucoup de choses sur l'histoire de la France. Et la cotisation en France, c'est un système qui, effectivement, ça marche bien, et ça a marché en euros en tout cas, et en June, on n'aura pas le choix. En June, on ne peut pas faire de crédit bancaire, on peut pas, si on veut imaginer l'économie en June, on pourra pas aller voir une banque et se faire créer des Junes pour monter un truc, c'est pas possible. Donc en fait, ça ne va marcher que par de la cotisation subvention, la monnaie libre. Donc c'est pour ça qu'on peut commencer dès maintenant, voilà, à cotiser pour des choses qu'on pense intéressantes. Et puis à force, peut-être qu'on sera des milliers à cotiser pour un truc précis, ou pour plein de petites caisses à droite à gauche, pour des trucs, voilà. Et peut-être qu'on verra émerger des systèmes économiques, en fait, voilà, et ça ne ferait que démontrer ce qui est dit dans la théorie relative de la monnaie, en disant si on est des milliers à reconnaître de la valeur dans un service précis, et libre à nous de le faire valoir, libre à nous de l'organiser, libre à nous de cotiser pour ça, et de se servir de tout ce qu'on connaît dans l'histoire de France pour gérer des gros systèmes de cotisation qui ont marché à échelle nationale et qui ont financé les hôpitaux de la France, donc c'est quand même pas rien. Donc la cotisation, ça fonctionne, quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc on peut le faire, donc faisons-le, et voilà. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis on peut passer à des questions s'il y en a, et je peux surtout ne pas être le seul à répondre, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pourront répondre aux questions aussi sur Jitsi actuellement. Oui, on est plusieurs. Merci beaucoup. Bravo Polar. Ça va, c'était compréhensible ?